Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un rendez-vous symbolique pour notre corporation. Nous sommes des journalistes, des acteurs de la presse et des acteurs des médias. Aujourd'hui, nous célébrons une information libre, plurielle, mais surtout responsable. Donc c'est avec un réel plaisir que la Convention des jeunes reporters a organisé ce panel de haut niveau aujourd'hui pour parler d'un thème qui nous parle tous, l'intelligence artificielle informée dans un monde complexe, l'impact de l'IA sur la liberté de la presse et sur les médias. C'est un sujet brûlant, un sujet d'actualité qui nous interroge autant sur les opportunités que sur les dérives potentielles de l'intelligence artificielle dans notre métier de journaliste. Sans plus tarder, nous allons appeler le président de la Convention des jeunes reporters, M. Mamadou Diagne, pour son mot de bienvenue. Sous votre applaudissement, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. On s'excuse encore une fois pour ce... On dit léger ou bien? Bon, on va dire léger quand même. Hein. C'est une heure sénégalaise. On est d'accord sur ça. On va dire léger. Parce que si je peux compter ceux qui sont venus à l'heure aujourd'hui. Monsieur le directeur de la communication, représentant du ministre de la Communication, Madame la représentante de l'ambassade de France, Monsieur le représentant du directeur général de la Maison de la Presse, chers partenaires, chers panélistes, chers invités, chers camarades journalistes et jeunes reporters, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve à la Maison de la Presse pour un panel qui marque le début d'une ère. On ne va pas dire d'une nouvelle ère, mais d'une ère de la continuité. Parce que ce programme a été initié par, on ne va pas dire l'ancien bureau, mais avec le dynamisme du président Migui Maram Ndiaye qui a su démarcher l'ambassade de France, qui nous ont accompagnés, mais pas que. Le ministère de la Communication, de par son dynamisme, de par sa volonté d'accompagner les jeunes reporters, d'être à leur côté, nous a aussi accompagnés et on les remercie pour ça. Aujourd'hui, ceci marque une étape dans la formation continue, dans la manière dont nous, on veut impacter les jeunes reporters. L'UNESCO a choisi la thématique de l'intelligence artificielle qui s'inscrit notamment dans nous, ce qu'on va aborder dans nos différentes formations en continu. On va faire beaucoup de formations, on en fera plusieurs. Et ça, ce sera pour vous, les jeunes reporters. Ce sera pour vous, les jeunes étudiants, encore en école de journalisme. Parce qu'aujourd'hui, la Convention des jeunes reporters veut continuer dans cette dynamique, vous accompagner dans vos spécialisations, vous accompagner pour que ce métier puisse encore regorger de profils talentueux qui puissent aider les Sénégalais au quotidien à prendre les bonnes décisions. Et ça, je pense que c'est le rôle de la Convention des jeunes reporters. Parlant des ambitions du nouveau bureau avant d'en venir aux objectifs de ce panel et de cette journée, je pense qu'aujourd'hui, on a l'ambition de sillonner tout le territoire sénégalais. On a aussi l'ambition d'accompagner les jeunes reporters qui sont dans les rédactions, mais on a aussi l'ambition d'accompagner ces jeunes reporters qui sortent des différentes écoles, mais qui se disent « on veut entreprendre ». C'est pour cela, monsieur le directeur de la communication, on prêtera une oreille attentive cet après-midi lorsqu'on lui parlera de financement des entreprises de presse dans la phase 1, parce qu'il y a beaucoup de jeunes reporters qui souhaiteraient entreprendre, mais qui malheureusement ont des restrictions liées par rapport à la limite d'âge, parce que beaucoup ne peuvent pas être rédacteurs en chef, parce qu'ils sont très très jeunes, mais ils sont ambitieux et ils sont talentueux. Beaucoup de jeunes reporters, membres du bureau ou qui ne sont pas membres du bureau ou qui sont membres du comité directeur, ne sont pas dans des maisons de presse. Donc il faut leur donner l'opportunité de constituer des consortiums, des start-up médias qu'on va accompagner. Et je pense que la plateforme de la déclaration des médias doit prendre en compte ces jeunes profils qui veulent aussi s'investir dans les médias et qui veulent aussi entreprendre. Parce que quand on parle d'entreprendre, ce n'est pas dans les autres secteurs, mais dans le secteur des médias, il est très très important de prendre en compte cette ambition des jeunes reporters. Un autre point très important, c'est l'engagement. Chers camarades, il est très important que tout un chacun parmi nous s'engage au sein de la Convention. Ensemble, on peut faire bouger les lignes. De plus en plus, notre métier est stigmatisé. On nous traite de vecteurs de désinformation, on nous traite de chroniqueurs, on nous traite de tous les noms.
si nous, on s'engage pour donner la bonne information. Il est longtemps à l'époque où on disait que telle information ou telle information a été donnée à la télé ou à la radio, cette information est véridique. Maintenant, on le dit, on l'a vu sur tel tweet, on l'a vu sur tel post, on l'a vu sur telle publication. On doit occuper le terrain, être ces gens-là qui sont des soldats de la désinformation. Et en parlant de soldats de la désinformation, la Convention mènera le combat. On s'assurera que dans toutes les rédactions du Sénégal, qu'il y ait des desks dédiés à la désinformation. Parce qu'on doit lutter contre ce fléau. Aujourd'hui, la désinformation est en train de salir la réputation des journalistes. Malheureusement, certains, pour des intérêts économiques ou politiques, se sont immiscés dans ce métier, comme me dirait un doyen. Quelqu'un ne va pas rater sa vie ailleurs pour venir dire du jour au lendemain, je suis journaliste. On a fait des années d'études. Même si certains sont rentrés dans ce métier parce que de manière autodidacte, s'ils sont passionnés, la Convention peut les accompagner. Je pense que ça était l'objet d'une discussion avec le ministère de la Communication pour offrir des bourses de formation et des certifications. On se battra pour chercher l'argent, pour vous donner de très bonnes formations. Mais on a besoin de vous pour mobiliser sur le terrain et pour montrer que les jeunes reporters sont présents. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est interpellé. Ils sont nombreux, mes camarades, qui donnent leur texte à ChatGPT pour qu'il le corrige, sans pour autant comprendre les enjeux derrière. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ajoute une dimension nouvelle et une préoccupante à cette réalité. Deepfake, vidéos truquées, audio falsifiés, images indétectables, la manipulation devient de plus en plus crédible et difficile à repérer. Face à ce brouillon informatique, même les citoyens les mieux informés peuvent se perdre. Effectivement, vous vous êtes rendu compte de ces différentes vidéos où on montre soit le présentateur vedette d'un JT de télévision qui est en train de faire la promotion d'une application qui peut facilement nous manipuler. Dans ce contexte, quel est le rôle du journaliste? Plus que jamais, nous devons incarner rigueur, éthique et vigilance. Tout à l'heure, les panélistes reviendront sur ce sujet. L'intelligence artificielle est un outil qui est dépourvu de tout sens, de toute sensibilité et de toute éthique. Le journaliste a cette responsabilité de pouvoir prendre la bonne décision et de pouvoir faire l'appel à sa conscience et à son éthique. Nous devons aussi nous outiller face à ces défis en collaborant avec des experts de l'IA, en développant des méthodes de détection et en formant une nouvelle génération. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de rédactions au Sénégal qui sont outillées en termes d'outils pour la désinformation. Et je pense que tout à l'heure, quand ils vont recevoir leur argent, docteur, j'ai l'œil sur l'argent que vous donnez tout à l'heure, quoi. Quand ils vont recevoir leur argent, nous, on s'assurera que cet argent sera utilisé à bon escient. Ce combat, nous ne le mènerons pas seuls. Il faudra une mobilisation collective, organisations professionnelles, institutions, ministères, rédactions. Ensemble, nous devons alerter, prévenir, accompagner et plaider pour une régulation adaptée et des moyens renforcés. Enfin, paradoxalement, cette crise peut être une opportunité. Cette multiplication des fake news et leur complexité avec l'IA rendent certes plus difficile l'exercice de ce métier, mais ça peut aussi être un atout. Dans un contexte où le public doute, ceux qui parviennent à bâtir la réputation et à incarner une rigueur. L'exigence du public peut devenir une chance pour les journalistes et qui place la vérité au cœur de notre mission. Oui, l'intelligence artificielle, notre métier, elle ne nous condamne pas. Les journalistes qui seront bien formés et qui sauront s'adapter à l'outil de l'intelligence artificielle seront les journalistes qui pourront être des journalistes à l'ère de leur temps. Je vous remercie et je vous souhaite bon travail. Merci beaucoup, M. Mamadou Diagne, président de la Convention des jeunes reporters, qui est revenu sur le rôle des journalistes. Si aujourd'hui on doit dire que le journaliste est l'historien du présent, donc je pense qu'il doit être assez outillé par rapport au contexte auquel il est en train d'évoluer. Donc c'est important aussi de rappeler notre talon d'Achille, qui est aujourd'hui le financement, mais aussi la volonté au moins d'entreprendre pour les jeunes reporters. Ensemble, nous allons y arriver. Nous allons juste à présent donner la parole au représentant du directeur général de la Maison de la Presse, M. Raoul Diakhaté, directeur des relations avec la presse et du partenariat. M. Diakhaté, à vous. Merci, madame. Bonjour à tout le monde. Monsieur le directeur de la communication, représentant du ministère de la communication,
des télécommunications et de l'économie numérique, Madame la représentante de l'ambassade de France au Sénégal, Monsieur le Président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, M. Mamadou Diagne, chers panélistes, distingués invités en vos rangs, grades et titres, chers panélistes, chers participants. C'est à la fois un honneur et un réel plaisir de m'adresser à vous au nom de M. Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse Babacar Touré, empêché pour des raisons professionnelles et hors du pays. En ce jour très important, permettez-moi de remercier vivement la Convention des jeunes reporters du Sénégal, qui a toujours été un partenaire de la Maison de la Presse Babacar Touré, mais aussi féliciter son nouveau président, je vous nomme M. Mamadou Diagne, ainsi que l'ensemble du bureau exécutif national. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans un contexte où l'intelligence artificielle émerge comme un acteur influent dans le domaine du journalisme et des médias. L'intelligence artificielle peut soit nourrir le sol fertile de la liberté d'expression, soit inonder les paysages de l'information, de désinformation. Chers journalistes, chers participants, comme aime le rappeler très souvent M. Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse compte sur l'ensemble des acteurs regroupés au sein des associations fêtières pour son animation. La Maison de la Presse dispose de salles pouvant accueillir vos séminaires, colloques, conférences de presse, mais aussi dispose d'un réceptif hôtelier en réflexion pour rendre votre séjour plus agréable. Toujours dans le cadre du centre de perfectionnement de la Maison de la Presse et du renforcement de capacités, une convention a été signée avec l'Institut de formation éthique à Dakar il y a 2 semaines. Et 30 journalistes sélectionnés vont subir une formation dans la 2e quinzaine du mois de mai. Très chers journalistes, très chers participants, je ne saurais terminer sans remercier vivement la Convention des jeunes reporters du Sénégal pour sa participation permanente à l'animation de la Maison de la Presse Babacar Touré. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Diakhaté. C'est avec un réel plaisir aussi que la Convention des jeunes reporters collabore avec la Maison de la Presse. Nous saluons la représentante de l'ambassadrice de France, Mme Séraphine Angoula, qui est attachée audiovisuelle de l'ambassade. Elle est ici présente. Et à présent, nous allons donner la parole au représentant du ministre de la Communication, des Télécommunications et des Numériques, M. Habibou Dia, qui est le directeur de la communication. Monsieur le Président de la Convention des jeunes reporters, Monsieur le représentant du directeur général de la Maison de la Presse, Madame la représentante de l'ambassadeur de France au Sénégal, distingués invités, je vois le président sortant Mickey Maram, je vois mon grand frère, cher Omar Sy, mon ancien professeur Ndiaye, et mes collaborateurs du ministère, Moustapha Diouf, chargé de la division suivie, et Amadou Kanouté, que tout le monde connaît. Aujourd'hui, le 3 mai, marque une journée mémorable consacrée par l'Assemblée générale des Nations unies pour donner une force symbolique à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 19 qui est la pierre angulaire des principes généraux qui encadrent la liberté d'expression et la liberté de la presse. Au Sénégal, pour la première fois depuis l'indépendance, le ministère de tutelle a également saisi l'opportunité de cette célébration pour sortir un rapport sur l'état, la situation des médias au Sénégal et poser les jalons de réformes ambitieuses qui, à terme, devraient permettre au Sénégal de pouvoir bénéficier d'une presse absolument libre, mais totalement responsable. Une presse qui, nonobstant sa liberté, se conforme aux dispositions légales et réglementaires stipulées à l'alinéa 2 de l'article 11 de la Constitution, et qui, en se conformant à ces dispositions obligatoires,
peut également bénéficier totalement, mais en toute transparence, des avantages et des privilèges que l'État lui consacre. Une presse qui, en poursuivant son métier d'informer juste et vrai, prévient la désinformation et permet à la population d'accéder à des informations vérifiées et se positionne tout à fait normalement dans sa mission en paravent vis-à-vis de la diffusion de fausses nouvelles. La sortie de ce rapport, coïncidant avec la sortie du rapport de Reporters sans frontières, la plus grande organisation non gouvernementale libre qui effectue chaque année une étude internationale de classement, nous conforte dans les démarches ambitieuses que nous sommes en train de dérouler et projette le Sénégal avec un bonus de 20 places. Et l'activité qui nous réunit aujourd'hui, à travers l'initiative du président sortant et le flambeau repris par le président entrant, montre et démontre tout l'intérêt que le chef de l'État, à travers son gouvernement et à travers le ministre Alioune Sall, au nom duquel je m'exprime aujourd'hui, que nous avons vis-à-vis de la Convention des jeunes reporters et le respect que nous avons vis-à-vis de vous. En effet, le Sénégal est traversé par un tumulte sur la situation de la presse. Mais nul acteur n'a eu la présence d'esprit de tenir une réflexion de haute portée sur l'avenir de la presse face à l'intelligence artificielle le jour consacré pour la liberté de la presse. C'est les jeunes reporters et pour cela, nous vous félicitons et nous vous encourageons. Parler d'intelligence artificielle face aux enjeux médiatiques revient à parler de deux éléments, les avantages ou les risques, ou si vous voulez les deux. En effet, l'intelligence artificielle constitue un outil digital assez ambitieux dans le contexte où le Sénégal vient de se doter de sa toute première stratégie numérique ou digitale, Moustapha corrige-moi si je me trompe, le New Deal technologique, qui forcément va nous permettre de nous projeter pour développer notre écosystème numérique. Ce qui veut dire que de plus en plus ces outils seront utilisés et devront être utilisés pour relever la qualité du travail de nos journalistes, mais aussi faciliter leur travail. C'est un outil. On en fait bon usage, on en tire de bonnes dividendes. On en fait mauvais usage, on en tire de mauvaises dividendes. Et de ce point de vue, l'IA peut faciliter le fact-checking, peut faciliter le contrôle inversé ou la vérification inversée, peut faciliter la vérification inversée par image. Et cela peut faciliter le travail du journaliste. L'IA peut également être perçue par les journalistes comme une menace à leur métier. Parce que, tout simplement, à travers l'IA, on peut rédiger des dépêches, faciliter la rédaction de communiqués, faciliter la recherche, faciliter la rédaction d'avis aux médias, d'articles de presse ou de reportages. Mais plus encore, l'IA peut également constituer une menace sérieuse si nous ne sommes pas outillés de l'ensemble des dispositions essentielles à la vérification préalable de l'information. Et c'est pour cela, je reviendrai dessus à la fin de mon allocution, il est important, comme l'a annoncé le président, d'avoir des mécanismes a posteriori de contrôle. L'IA peut également être une menace parce qu'aujourd'hui, avec le deepfake, on peut reproduire ou altérer une image, altérer une vidéo, qui pourtant, initialement, est vraie. Utiliser l'image d'une personne que nous voyons tous les jours, sa voix, sa tonalité, et lui faire dire des choses qu'elle n'a jamais dites. Ce qui veut dire que cela peut vraiment être un outil dangereux. Et de ce point de vue, comme Jerry est en train de le porter, il est important que nous puissions dupliquer dans chaque rédaction, nous l'appelons dans notre feuille de route stratégique, la création de desks de fact-checking dans l'ensemble des rédactions. Et de ce point de vue, la réflexion a déjà commencé à travers un partenariat autour de l'intégrité de l'information qui bientôt sera lancé avec les partenaires allemands et plusieurs acteurs de la presse, des médias et de la société civile. Je ne saurais terminer sans pour autant brosser le point soulevé par le président et sur lequel nous avons longuement échangé lorsqu'il est passé nous voir au ministère, c'est les mesures d'accompagnement immédiat que nous comptons mettre sur pied pour accompagner les jeunes reporters, les jeunes dans les médias. Et je vois dans l'Assemblée que parmi les jeunes, le plus grand nombre est composé de jeunes femmes. Il est donc important pour cette catégorie particulière de la population, dans les acteurs des médias, de la presse, d'avoir une réflexion stratégique. Et de ce point de vue, 2 dispositifs seront mis en œuvre et déployés.
Le président l'a dit tout à l'heure, il y aura une phase 1 de lancement de l'appui structurel financier aux entreprises de presse. Et dans la phase 2, nous l'espérons, avec l'ADPME, nous comptons lancer un système d'incubation des jeunes entreprises de presse portées par des jeunes reporters. Nous nous sommes rendus compte durant cette phase de réforme des médias à travers la plateforme lancée qu'un grand nombre de médias, effectivement, n'ont pas su dépasser le seuil des conformités initiales parce que portés par des jeunes qui, effectivement, ne remplissent pas le critère cumulatif d'expérience pour être directeur ou rédacteur en chef. Je rappelle que ces dispositions, loin d'être discriminatoires, sont une traduction des normes internationales et des normes nationales en ce qui concerne le nombre cumulatif à minima d'années d'expérience qu'un individu doit remplir pour avoir le rang de directeur, pour avoir le rang de responsable senior, quel que soit le type d'entreprise ou d'organisation dans laquelle il travaille. Si vous voulez recruter un directeur, directeur des ressources humaines, administration et finances, directeur du développement, directeur de projet, vous allez mettre 10 ans d'expérience, diplôme, niveau, etc. Si vous voulez recruter un cadre senior, c'est entre 5 et 7 ans. Et donc, on comprend aisément qu'on a beau être un comptable et un élève brillant chevronné qui sort de Harvard, et être le major de Harvard, on ne peut pas en sortant être directement propulsé directeur de la comptabilité financière et des matières d'une quelconque autre entreprise ou dans l'administration publique. C'est pour cela que ces critères sont là. L'autre élément, c'est que ces personnes-là, du haut de leur expérience et de leur parcours chevronné, constituent également une protection vis-à-vis des jeunes journalistes qui entrent dans la rédaction. L'erreur arrive. J'ai commis des erreurs lorsque j'étais jeune reporter. J'ai commis des erreurs dans des éléments. J'ai perdu des éléments. J'ai altéré les propos de personnalités qui sont passés à la radio, à la RFM. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait Antoine Diouf, il y avait Alassane Samba Diop, il y avait Mahmoud Ibra Kane. Et très poliment, ils m'ont tiré les oreilles dans leur bureau en toute discrétion. Et ils ont assumé mes fautes. Et c'est à cela que servent les directeurs de publication, de l'information et les rédacteurs en chef. Et le dernier point, effectivement, en plus de ces incubateurs que nous comptons lancer, la restructuration du fonds d'appui et de développement de la presse dans le décret s'appellera désormais Fonds portant organisation du conseil de gestion de l'appui au développement de la presse, permettra aux jeunes reporters de siéger au niveau de l'instance délibérative qui répartit les enveloppes sur la base des critères tirés du décret portant obligations et avantages des entreprises de presse. Cela constitue non seulement un mécanisme additionnel de contrôle parce que vous aurez un droit de regard, et si Moustapha a une entreprise de presse et qu'il se plaint de ne pouvoir payer ses salariés et qu'il a un jeune reporter qui siège dans cette commission, il saura comme tout le monde quel montant Moustapha a eu, et Moustapha ne pourra pas se dérober de ne pas payer les salaires à la fin du mois parce qu'il n'a pas d'argent. Et le dernier point, c'est qu'en rejoignant ce conseil de gestion, il est également disposé de faire un prolongement sur le projet pilote de restructuration des médias et de permettre effectivement à des jeunes entrepreneurs dans la presse qui peuvent être parrainés par des journalistes ayant le nombre cumulatif d'années d'expérience, qui l'acceptent, d'être leur directeur de publication ou leur rédacteur en chef et qui peuvent ainsi leur permettre de bénéficier d'un accompagnement pilote. C'est une expérience que nous comptons, excusez-moi de la répétition, expérimenté, parce qu'effectivement, nous avons testé, observé, continué à suivre les jeunes reporters, et il s'avère que, comme lorsque je l'ai dit lors du dîner de gala, vous êtes la seule organisation qui, en réalité, fait un travail remarquable en termes de propositions sur des contenus programmatiques dans le secteur et qui mérite à juste raison d'avoir l'accompagnement nécessaire. Le gala de la presse, loin d'être un rendez-vous distrayant, est le seul moment dans lequel on récompense les meilleures productions des journalistes. Et je l'avais dit, lors du gala, on ne remet pas de diplôme à des chroniqueurs ou à celui qui a eu plus de verbe ou plus, excusez-moi du terme, d'impolitesse, ou à celui qui a eu la plus grande polémique politique. On remet des distinctions à ceux qui font des reportages sur l'éducation, la santé, l'économie, la société. Et c'est ces thématiques qui constituent les socles du développement, et c'est vers cela que nous voulons inviter avec responsabilité l'ensemble des partenaires sociaux de ce pays, particulièrement nos amis des médias. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Habiboudia. Je rappelle qu'il est le directeur de la communication et il représente aujourd'hui le ministre de la Communication, des Télécommunications et du
numérique. Nous avons accusé un retard plus ou moins considérable. Donc je pense que nous allons juste observer une petite pause café de 15 minutes. C'est au niveau de la terrasse au 8e étage. Mais avant cela aussi, au moment de la pause, je pense que le point de presse va se faire ici, dans la salle, pour laisser au moins le temps au président de s'exprimer face aux médias. Donc à tout à l'heure, chers reporters. Juste rappeler qu'il y a le hashtag CGRS 2025 et le hashtag IA Presse Sénégal pour toutes vos réactions, vos impressions aussi sur X, sur Facebook et sur Instagram. Nous allons reposter et retweeter. Il y a quelques années, j'étais tombé sur une offre d'emploi, je pense que c'était l'AFP ou je ne sais plus, qui cherchait un journaliste TikToker. Quand j'avais vu ça, j'avais plus ou moins rigolé parce que je me disais, qu'est-ce qu'un journaliste TikToker? Alors que maintenant, pour recruter un journaliste, il faut qu'il ait ses compétences, il faut qu'un journaliste qui sait créer des contenus et tout ce qui va avec. Donc c'est dans la même dynamique que l'intelligence artificielle est venue. Et ce qu'il faut faire, moi je pense que l'intelligence artificielle, sur des points qu'on va peut-être revenir, mais pour 80%, bon, ce n'est aucune étude qui le dit, mais en tout cas, pour beaucoup de cas, l'IA nous permet nous facilite la tâche, notre travail. Parce que, je dis, il y a un gain de temps qu'on arrive à avoir avec l'intelligence artificielle. À l'école, je n'aimais pas la presse écrite parce que quand il fallait retranscrire, je me disais que c'était un travail très chronophage. Ça te prenait une interview de 30 minutes, si vous voulez, le retranscrire, ça peut te prendre des jours. Maintenant, il y a des outils fantastiques, notamment Notebook LM que j'utilise et que je suis par le biais de Cheikh Tidiane qui est ici. Une interview de 30 minutes, d'une heure de temps, peut être retranscrite en 1 minute. Ce qui fait qu'en fait, il y a un gain de temps énorme qu'il y a avec l'IA. Mais également, même les journalistes qui sont dans l'investigation, parce qu'en fait, l'IA a redéfini la collecte de même que l'investigation. Parce que en 2021, quand le consortium international de journalistes avait fait une enquête exceptionnelle sur les Pandora Papers, qui était un scandale sur les évasions fiscales, mais ils avaient traité 12 millions de documents. Imagine 12 millions, comment on fait maintenant? Avec 12 millions sans l'IA, ça te prend une carrière, quoi. C'est-à-dire c'est du début jusqu'à la retraite si on veut le transcrire sans l'IA. Ce qui fait que ça donne tellement d'avantages dans la pratique, ce qui fait que les journalistes en ont besoin. Un autre exemple, je peux donner facilement. Pendant la campagne, pendant les élections législatives, j'animais une rubrique qui s'appelait Zapping de la campagne. À l'époque, on n'avait pas de studio pour enregistrer. C'est-à-dire, je le faisais avec mon téléphone, mais il y a un outil qui s'appelle Adobe Podcast, je l'utilisais. On avait l'impression que j'avais enregistré la voix dans un studio. C'est-à-dire parce que c'est tellement bien optimisé, ce qui fait qu'il y a tellement d'avantages que l'IA présente. Et pour ChatGPT, c'est-à-dire tout le monde, ce qui est drôle, c'est quand tu parles d'IA, en général, les gens pensent automatiquement que c'est... Mais il y a tellement, même pour ChatGPT, si vous en parlez, ça corrige les articles, ça corrige très facilement. Tu écris un article avant de le soumettre à tes supérieurs. Tu dis que corrige-moi les fautes de syntaxe, les fautes de grammaire, d'orthographe. Et ça se fait en une fraction de seconde. Et par la même occasion, Babacar, je fais partie de ceux qui ont testé l'agent IA qu'il a créé par rapport à ça, MediaCheck. Ça donne cette facilité, on n'a plus besoin d'appeler Migui pour lui dire est-ce que tu peux me relire mon texte avant de le soumettre. Donc, c'est-à-dire, il y a tellement de facilité que ça donne, même si parfois, c'est-à-dire, peut-être on va revenir sur un peu les problèmes que ça engendre parfois, parce que certains perdent le style, il y a une certaine dépendance qu'il y a, mais bon, moi je parle des outils qui sont très simples et qui sont très adaptés dans l'utilisation. Parce qu'en fait, c'est une question d'utilisation. Si on l'utilise d'une manière qui nous facilite la tâche, et ça arrive, les journalistes qui écrivent sur des questions économiques de santé ne vont pas me démentir. Parfois, ils ont des articles très techniques, très compliqués parfois, excusez-moi, mais à travers l'IA, on peut facilement rendre clair l'article, simplifier l'article après avoir rédigé. Donc, ce qui fait qu'on en a besoin. Parfois, on écrit un article qui est très technique, surtout les articles scientifiques, et qui ne sont pas parfois accessibles au plus grand public.
avec l'IA, désormais, c'est possible de faciliter un peu, de rendre clair et de rendre très, très, très accessible ce qui concerne l'article. Pour la vérification, bon, je pense que les fact-checkers, Jerry est témoin et qu'elle est là. Elle peut certifier carrément que, en termes de vérification, tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire même les manipulations dont on parle avec des outils très simples, Google Images par exemple, peut te donner des occurrences sur une image qui a été, moi je me rappelle un fact-check qu'on avait fait, c'est que c'est Aminata Touré qui avait les crues de Bakel, les crues qu'on a connues durant l'hivernage à Bakel, avait pris une photo du stade Iba Mar Diop, je pense, pour illustrer les inondations. Mais il a fallu juste interroger Google Images pour savoir que l'image a été prise ici et on vous donne toutes les occurrences possibles. Ce qui fait qu'en fait, Ousmane, pour ne pas être très 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 long, ça présente tellement d'avantages pour le journaliste que le journaliste ne peut plus s'en passer. Par contre, comme on a dit, au même moment, il y a les biais algorithmiques. Ça, c'est un problème. Quand on sait que c'est une machine, comme on dit, c'est un outil, on peut lui demander quelque chose sur Ousmane qui te donne un truc sur Migui Marem. Donc, en fait, il faut faire très attention. C'est-à-dire, heureusement que l'IA n'est pas si parfaite parce que sinon, le journaliste n'aura plus son sens d'exister. Parce que, heureusement, l'IA n'a pas l'esprit critique, parce que le journaliste, en fait, a besoin d'avoir un esprit critique, mais également une conscience professionnelle qui lui permet de ça. Il y a également ce risque de déshumanisation, parce que, à force d'écrire des articles, ce qui n'est pas on n'a même pas besoin de dire à un journaliste que son article ne doit pas être écrit entièrement par ChatGPT, mais également sur des problèmes éthiques. Et dans ce cas, moi je pense que les journalistes, un panel comme celui-ci, permettra de poser et de faire des recommandations dans ce sens. Bonjour à tous. Je tenais aussi à vous féliciter pour cette initiative et à vous remercier pour votre invitation. Pour le ministère, on a d'abord des formations et des ateliers qu'on veut mettre en place dans le cadre notamment du numérique technologique. L'un des axes prioritaires, l'un des 50 projets prioritaires à faire sur 10 ans, l'IA et la cybersécurité y est omniprésente. Donc, il y aura aussi la sensibilisation par rapport à la cybersécurité, mais aussi par rapport à l'IA, parce que les enjeux sont là. L'IA est actuellement en train d'augmenter de puissance, si je peux dire ça comme ça, partout dans le monde. Et le Sénégal, voulant être un hub numérique pour l'Afrique, il est nécessaire pour nous de se positionner par rapport à l'IA, mais aussi par rapport à la cybersécurité. Donc, pour le ministère, nous allons faire des formations, mais aussi des ateliers, des panels, des sensibilisations, mais aussi pousser les jeunes vraiment à se former dans les métiers du numérique, de l'IA, de la cybersécurité, surtout les jeunes filles, parce qu'aujourd'hui on remarque qu'il y a beaucoup d'étudiants en cybersécurité, en IA, mais les hommes sont plus nombreux que les femmes. Donc pour régler ce déficit, il y aura vraiment une très forte sensibilisation par rapport à ça, pour que les femmes puissent savoir qu'elles ont leur place dans le domaine du numérique, que ce monde n'est pas fermé pour elles en fait, et qu'elles peuvent s'y imposer et vraiment aller vraiment de l'avant dans ce domaine. Merci beaucoup. Il y a des préalables, avant d'aller dans ces agents. C'est vrai que le Sénégal est un peu en reste par rapport dans ce sens, parce que dans les médias maintenant, il y a une tendance très à la mode, c'est ce qu'on appelle une charte d'utilisation de l'IA. Que ce soit, je peux citer certains médias, Figaro, BBC, tout ça, ils en disposent. Tu sais, c'est pourquoi c'est important d'avoir ces chartes, d'abord dans ces médias, parce que ça explique maintenant comment on compte utiliser. Ce qui fait qu'il y a une dimension interne qui fait que à quel moment il faut l'utiliser et comment l'utiliser. Pour cela, moi, je pense que le Sénégal doit le faire, mais le lead doit être porté par le CORED. Je pense que le CORED doit travailler dans ce sens
pour trouver un guide, comme l'a fait, je pense, en France, avec le Conseil national de l'éthique journalistique et des médiations, parce qu'ils ont produit un document dans lequel on retrouve, c'est-à-dire ces 2 points essentiels, les bonnes pratiques et les lignes rouges à ne pas franchir. Pour ce qui concerne l'utilisation sur le plan éthique, bon, je pense qu'on peut les catégoriser sur 3 points. D'abord, il y a une utilisation à risque faible, c'est-à-dire c'est des usages qui ne concernent pas directement plus ou moins le public parce qu'on n'a pas besoin de les informer. Un exemple très simple, le fait de corriger un article à travers MediaCheck de Shell, c'est-à-dire on n'a pas besoin de dire au lecteur on a utilisé MediaCheck pour corriger. Par contre, il y a le deuxième point, c'est une utilisation utilisation modérée, à risque modéré. Dans ce cas, il faudra tout le temps, c'est-à-dire ça concerne le public, il faudra le mentionner. Par la même occasion, bon, je ne sais pas, j'ai vu, Cheikh Tidiane, il est là, j'ai vu que le soleil génère des visuels IA, mais il ne le dit nullement. Ça, quand même, il ne faut pas le faire. Quand vous générez une image, un visuel à partir de l'IA, il faut le mentionner. En fait, c'est des règles éthiques qui touchent tout le monde. Par exemple, ceux qui ont fait télé savent que quand on prend une caméra cachée, il faut le mentionner. Quand on fait une reconstruction, il faut le mentionner. Donc, quand on utilise, même dans une vidéo, une image IA, il faut le dire. Également, si on peut reprendre un article, par exemple, comme ça, de The Guardian, un article en anglais, on le traduit avec un outil IA, il faut le préciser. C'est-à-dire, dans ce cas, il faut dire que l'article a été traduit par tel. C'est-à-dire, il y a même des gens qui sont beaucoup plus orthodoxes jusqu'à dire qu'il faut même indiquer le prompt qu'on a utilisé quand on utilise. Donc, et il y a également le dernier point sur le plan éthique, c'est-à-dire c'est une utilisation à proscrire complètement parce qu'on ne peut pas générer un texte entièrement IA, c'est-à-dire c'est comme plagier, c'est comme bidonner. On ne peut pas prendre un texte que ChatGPT a écrit entièrement et le signer, ça ne se fait pas. Donc dans ce cas, également, il faut pas prendre une vidéo comme ça, une vidéo qu'on a générée à travers une IA générative et le plaquer. Parce qu'en fait, il y a une certaine transparence qu'ils font sur le deuxième point, mais sur le troisième point, c'est complètement interdit. Mais pour cela, le Sénégal, à travers peut-être le CORED, doit travailler dans ce guide. Et que maintenant, les médias aussi peuvent dire, nous, par exemple, Seneweb, sur l'IA, l'usage est comme ça. Mais non, les agents IA, comme il a dit, sont pas très compliqués à faire, ça se fait en 15 minutes, tout ça. Et on arrive à avoir un agent IA qui permet de pouvoir tout gérer dans ce sens, parce que les usages à risque faible, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de les mentionner. Les usages à risque modéré, il faut les dire, mais il faut dire également, ça c'est une ligne rouge à ne pas franchir, ce qui fait que ça évite un peu la manipulation. Parce qu'en fait, le problème avec la manipulation, c'est que ça induit tout le monde et que même s'il faut fact-checker derrière, c'est devenu viral. Vous êtes sans savoir qu'il y a récemment un audio qui avait circulé où on avait manipulé la voix d'un journaliste de RFI pour dire que la RFI attaque le rapport de la Cour des comptes. Il a fallu même que beaucoup sortent pour attaquer RFI, alors qu'en réalité, c'était juste une manipulation. Donc, ce qui fait que quand on utilise tout ça, il faudra quand même, sur le plan éthique, le faire, parce que ce qui est valable pour moi, pour les autres médias et avec l'usage d'autres contenus, il faut le faire également avec l'IA. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'attention dans la salle, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, Aboubacar, on lui donne le micro. Mamadou a parlé tout à l'heure d'une charte sur l'utilisation de l'IA, comme ça se fait dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un du CORED dans la salle? Non. Il a parlé également du CORED, le rôle que le CORED devrait jouer là-dessus. Mais au Sénégal, qu'est-ce que vous pensez de notre conscience par rapport aux enjeux du numérique dans le secteur des médias? Est-ce que si vous deviez nous noter peut-être sur une échelle de 100, on en est où, nous, journalistes, par rapport aux enjeux du numérique? Sur cette question, je pense que je peux faire une comparaison entre 2010 et 2011, quand l'ambassade des États-Unis a dépêché quelqu'un ici, du gouvernement américain, et on faisait un tour au niveau des écoles de formation en journalisme.
pour faire des formations sur le blogging et les réseaux sociaux pour les journalistes. En ce moment-là, il y avait peu de journalistes, surtout de la vieille époque, qui étaient sensibilisés sur des questions liées aux médias sociaux. Aujourd'hui, l'essentiel presque des journalistes savent utiliser les réseaux sociaux et ont une certaine aisance dans l'utilisation du numérique. Sur la question pour les entreprises de presse, je pense que les patrons sont plus en retard que les journalistes. Est-ce qu'il y a des patrons ici, peut-être qui vont me dire le contraire, parce que les journalistes sont plus jeunes. C'est des gens qui sont nés avec le numérique. Cette jeune génération d'étudiants en journalisme, nés avec le numérique, le portable à la main, sont des gens qui sont beaucoup plus aptes à utiliser ce numérique-là, ce téléphone-là, ce gadget, dans le cadre de leur travail. C'est plus facile. Quant au numérique pur, je dirais que la presse sénégalaise, les journalistes ne sont pas en retard, d'une manière globale par rapport aux autres pays. Mais aujourd'hui, quand on parle du numérique, il faut ouvrir la parenthèse et mettre numérique et IA. Le Sénégal dispose d'une stratégie nationale IA, la SNIA, et dispose d'une stratégie nationale donnée. Mais dans la dernière stratégie, le New Deal Technology, on a parlé de l'IA et des données comme étant dans la stratégie numérique. Parce que c'est le numérique qui englobe tout. Et je le répète, le travail que la presse a fait pour l'appropriation du numérique, et qu'aujourd'hui on ne se pose plus la question si le numérique est utile aux journalistes ou pas, c'est le même travail qui doit être fait pour l'IA, qui est une génération de technologie. Donc aujourd'hui, je pense que cette génération-là a beaucoup de chances de pouvoir utiliser ces outils-là dans le cadre des rédactions, mais même dans le cadre de leur carrière personnelle, comme on le disait, pour des startups de médias portés par des jeunes journalistes. Maintenant, sur la question éthique, comme tu disais tout à l'heure avec Abdou Khadre, je pense que la première sensibilisation et la première prise de conscience doit être faite au niveau de chaque rédaction. Chaque rédaction doit prendre sa responsabilité et définir les outils IA qui sont autorisés, les outils IA qui sont proscrits et la démarche à adopter vis-à-vis de l'IA. En plus de ça, définir une charte claire quant à l'utilisation de l'IA pour ce qui est permis, comment on l'utilise, dans quelles circonstances, et impliquer la direction informatique de cet organe de presse, avant même que la corporation des journalistes puisse s'asseoir. Et ça évite une chose, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. C'est le fait qu'Abdou Khadre, au soleil, utilise Canva, toi tu es au soleil, tu utilises ChatGPT, sans que la rédaction puisse maîtriser les outils qui sont utilisés dans le cadre du travail. Il faut un schéma directeur qui imprime tous ces outils. Maintenant, quand la corporation saura que dans telle ou telle rédaction, ces outils sont utilisés, il sera temps de définir une charte sur le plan national et qui peut être utile. Je peux vous donner un exemple. Peut-être que je n'ai pas le droit de le dire, mais je pense que Salam Fall est un ami. Si vous consultez Seneweb, le fondateur de Seneweb, oui, si vous consultez Seneweb, vous n'allez voir aucune faute d'orthographe ou de grammaire, etc. Pourquoi? Parce que le CMS qui est utilisé derrière Seneweb et sur lequel les journalistes postent leurs articles, ce CMS est doté d'IA qui corrige ces fautes automatiquement, juste sur la partie faute. Donc, c'est aux rédactions d'aider les journalistes. On ne peut pas faire un bon travail, faire de la recherche, du recoupement, venir présenter son travail parce qu'on est fatigué, parce qu'on a fait une petite erreur et que ça se reflète dans la publication. Je lance un appel aux directeurs de publication, aux propriétaires des médias,
d'aider les journalistes à se doter de ces outils. Maintenant, sur la question éthique, je le rappelle, il y a quelques années, on ne parlait pas de journaliste numérique. Mamadou Ndiaye est là, qui est de la TFM. On le prend pour journaliste numérique parce que tout ce qu'il fait, c'est autour d'Internet. En 2013 ou 2014, quand j'étais mon étudiant au niveau de EDUCOM, Amadou Tidjanti avait pris la décision de m'appeler moi et Moutaga Cissé pour faire un séminaire intensif pour des futurs journalistes. Donc demain, aujourd'hui on a des journalistes numériques, demain on va vers des journalistes en IA. Ça veut dire que moi, le problème éthique qui se posera à mon niveau, c'est qu'une photo ou une vidéo d'illustration, surtout ou autre chose, soit mise en ligne sans qu'il y ait la mention fait exclusivement par l'IA. Parce que quand il y a cette transparence-là, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre, c'est mon avis personnel, que demain un journaliste, dans le cadre d'une investigation, ou dans le cadre, par exemple, d'une interview ou d'une session en direct, live, il n'a pas le temps de générer quelque chose. Avec ses idées, il génère un papier fait par l'IA, mais que le journaliste puisse dire de manière spécifique que ce contenu de short news a été généré par une IA et que je vais y revenir pour plus d'informations. Pour moi, l'éthique se trouve à ce niveau-là. Merci beaucoup, Aboubacar. J'aimerais bien, dans la seconde partie, qu'on puisse donner la parole aux responsables de rédaction, s'il y en a dans la salle, pour prolonger un peu la discussion. Alors, Mamdiara, je voulais la question du grand président, c'est la question de Mamadou, mais on allait y venir de toute façon, parce qu'on ne peut pas parler d'IA et de données sans parler de cybersécurité. Qu'est-ce que vous pouvez partager en termes peut-être de recommandations à l'ensemble des consoeurs et des confrères qui sont là, sur le lien entre journalisme, IA et cybersécurité? Alors tout d'abord, je vais répondre à la question de M. Jan, c'est bien ça. Donc, toutes les données qu'on entre sur ChatGPT sont stockées dans les serveurs de OpenAI. Donc, si jamais OpenAI décide de partager ces données, ou s'il y a un hacker qui arrive à pirater ces systèmes, il peut automatiquement prendre toutes ces données et les vendre, par exemple, sur le dark web, ou même à des entreprises qui utilisent une analyse de sentiments, par exemple, pour savoir exactement quel genre de personnes il faut cibler sur Internet. C'est un peu comme TikTok. Quand vous regardez une vidéo plus de 5 secondes, automatiquement après, il y a d'autres vidéos qui s'en suivent, qui ont le même caractère que la vidéo que vous avez regardée précédemment. Donc, ChatGPT, avec toutes les informations qu'il va recueillir sur vous, va un peu cerner votre personnalité. Et donc, ces données peuvent être utilisées par des entreprises de communication et consorts. Elles sont bien sûr vendues à ces entreprises, mais aussi sur le dark web, à des fins que vous ne pourriez imaginer. Par exemple, mettre des informations confidentielles sur ChatGPT, c'est pas du tout sûr. Certes, vous l'utilisez pour faire des corrections, pour corriger vos rédactions. Moi-même qui vous parle, je le fais. Mais il faut vraiment mettre des données qui ne sont vraiment, mais alors vraiment pas sensibles, parce que ces données peuvent être utilisées demain à des fins que vous ne connaîtrez absolument pas. Donc, il faut vraiment faire attention avec l'IA, parce que c'est un produit qui est certes serviable, mais qui n'est pas sûr. Et j'aimerais rebondir sur ce que monsieur a dit tout à l'heure, que jamais l'IA pourra remplacer un journaliste. Il y a 20 ans ou bien il y a 30 ans, on ne pensait pas que l'IA pourrait remplacer les femmes de ménage. Aujourd'hui, les robots le font. Et ça, c'est un peu grâce à l'IA. Donc, si vraiment il continue sur cette lancée avec les recherches, avec les avancées technologiques, on peut vraiment aller dans un monde où l'IA va même prendre ma place. On ne sait vraiment pas ce que l'IA fera demain, parce que plus on avance dans le temps, plus il gagne en termes de capacité, plus il gagne en termes de capacité, vraiment, en termes de grandeur, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Donc, il faut vraiment faire attention aux données que vous mettez sur l'IA, aux données que vous mettez sur TikTok ou dans tous les genres de plateformes, ChatGPT, Gemini, que vous utilisez pour faire la correction de données. Concernant la cybersécurité,
c'est quelque chose de très bancal au Sénégal. C'est quelque chose de très minimisé, que ce soit pour les populations, que ce soit pour les entreprises. On n'a pas encore vraiment conscience de la cybersécurité pure au Sénégal. Parce que là, on va vers l'avènement de la technologie. On tend à digitaliser tous nos services. Donc, évidemment, on sera vraiment la cible des hackers dans le monde entier. Donc, il faut vraiment qu'on ait une cybersécurité accrue qui puisse allier avec l'IA pour qu'on puisse avancer et développer sans problème. Il y a déjà des lois qui sont en place, notamment avec les lois de janvier 2008 sur la cybercriminalité, mais aussi sur la protection des données. Mais il faut qu'on ait des lois qui renforcent encore plus, mais aussi qui touchent l'IA. Parce qu'on a des lois sur la cybercriminalité, on a des stratégies sur l'IA, évidemment. Mais il faut qu'on ait des lois qui soient vraiment plus rigides, plus dures et plus claires, et qui vont englober tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Et qui seront bien sûr en concordance avec ce qu'on veut faire avec les niveaux technologiques. On tend vers la digitalisation du secteur, vers la digitalisation du numérique, vers la digitalisation des ministères tout entiers. Donc il faut bien sûr aussi que le volet cybersécurité soit pris en compte. C'est bien pris en compte, mais il faut que la population sénégalaise soit sensibilisée par rapport à ça. Il faut que vous fassiez attention aux données que vous partagez sur les réseaux, parce que tout ce que vous mettez sur les réseaux, c'est fini, c'est jusqu'à la mort. C'est un peu comme avec un compte Facebook. Si vous avez certainement, parmi vous, il y en a qui ont 2 ou 3 comptes Facebook, vous avez oublié les mots de passe, ou bien vous l'avez déjà fermé, mais sachez qu'absolument aucun compte ne disparaît sur les réseaux. Rien ne disparaît. C'est un peu avec les photos que vous supprimez. Elles ont disparu de votre téléphone portable, mais elles n'ont pas disparu des serveurs. Elles sont toujours là. Donc faites attention avec ce que vous mettez sur Internet, faites attention avec les câbles ou les clés USB que vous branchez sur votre ordinateur, parce qu'on peut bien sûr mettre un logiciel espion sur vos ordinateurs sans que vous ne soyez au courant. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? En parlant de données, j'aimerais faire un petit clin d'œil à notre consoeur, c'est la Madame Données personnelle là, qui se trouve dans la salle. Je n'ai pas besoin de la nommer parce qu'elle se reconnaîtra facilement. Abdourahmane, peut-être un dernier tour de table avant d'ouvrir le débat au public. Je n'aimerais pas poser une question spécifiquement, peut-être te donner la parole pour une recommandation particulière par rapport à la thématique. Alors, pour ce qui concerne l'IA, Babacar l'a dit, il faudra que les médias soient beaucoup plus courageux pour y aller parce que on l'utilise déjà, sans même parce que je sais que tout le monde fait des visuels avec Canva. Et je ne vous apprends pas que Canva c'est de l'IA, ce qui fait que donc tous les médias l'utilisent. En fait, comme il a dit, chacun utilise l'outil. Moi étant reporter, c'est-à-dire Notebook LM était mon assistant, était carrément mon assistant. Quand il s'agit, et pas plus tard cette semaine, quand j'ai vu le rapport que l'Institut Timbuktu a fait sur un peu le terrorisme, je n'avais pas assez de temps pour lire 50 pages. J'ai donné ça à Notebook LM qui m'a fait un bon résumé, donc je pouvais participer au débat comme tout le monde. Ce qui fait que même dans le cadre de nos travaux, on en a besoin. Les journalistes utilisent l'IA mais de façon pas organisée. C'est le moment maintenant, au-delà, puisque ça peut prendre peut-être du temps, ou je ne sais pas en tout cas, pour que le CORED puisse initier des recommandations dans ce sens. Il faut que les médias travaillent sur des chartes afin de pouvoir, parce qu'il y a un souci de transparence derrière, également on en a besoin parce que comme je le dis, et je le répète tout le temps, occupez-vous de l'IA avant qu'elle s'occupe de vous. Merci, Aboubacar. Merci, je pense que Aboubacar a déjà montré la voie. Il faut une utilisation responsable et il faut une démarche courageuse des rédactions. Il faut que les rédactions soient courageuses. En allant vers l'IA et en prenant ce qui est intéressant, en encadrant les risques et en écrivant de manière claire des chartes d'utilisation et en donnant aux journalistes des formations et sensibiliser aussi les journalistes sur ces outils. Je donne un use case très simple. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans les radios, les journalistes radio, qui font des émissions en direct à une heure précise? Est-ce qu'il y en a ici? Qui, par exemple? Vous êtes où? Radio Sénégal. Vous faites une émission le matin et le soir?
13h30. Imaginons, comment vous appelez? C'est le Midi que je vois sur Facebook. Midi doit présenter le journal ou une émission à 12h, 13h30. Midi est empêché à la dernière minute, ou alors ce jour-là, il sait qu'il ne peut pas y aller. Et c'est la seule personne qui peut le faire, ou qui doit le faire. Rien n'empêche la rédaction de la RTS, c'est ça, de se doter d'un outil comme Eleven Lab, qui permet de cloner la voix de Midi avec son autorisation. Le jour où Midi ne sera pas là, pour des raisons X, c'est un scénario catastrophe, hein, que Midi, avec son consentement, que la RTS puisse, je parle de ton mariage là, par exemple, que Midi, ce qu'il devait dire, il fait juste un texte. En 30 secondes, Eleven Lab génère le journal avec la voix, le ton et toutes les spécifications qui sont autour de la façon de présenter, et que ce papier, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, soit diffusé à la même heure, comme s'il était là. Non. Non. Je ne viens pas sur les questions éthiques. Je ne viens pas sur les questions éthiques, je ne viens pas sur les questions de jugement. Je parle de ce qui est possible techniquement. Quand il n'est pas là, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Mais quand, à un moment donné, on est empêché, on peut utiliser sa voix ou son image pour remplacer quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, mais toujours de manière transparente. Ça veut dire qu'on ne le fait pas en disant que c'est lui, etc. On le fait de manière transparente. C'est comme quelqu'un qui, Ousmane Gueye, qui présente une émission ou qui modère des sessions, qui prend son image, qui le déplie, et qui vend cette image-là à des gens qui voudraient que Ousmane soit présent à Conakry ou dans un autre pays. C'est une façon de travailler. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, il faut prendre les devants. Il faut regarder, comme avec le numérique, qu'est-ce qui est utile. Quelle formation il faut donner aux journalistes, quelle sensibilisation, quelle transparence avoir, et que les rédactions puissent aller vers ce genre de choses. La seconde problématique, c'est autour de l'accès. Tous les journalistes n'ont pas le même accès. Il y en a qui peuvent se payer des abonnements sur certaines plateformes, il y en a qui peuvent avoir certains terminaux pour travailler, mais il y en a qui ont même des problèmes pour accéder à Internet dans les zones où ils travaillent. Donc je pense que si on règle le problème de l'accès équitable au numérique et à l'IA pour tous les journalistes, si on respecte l'aspect lié sur la partie données, les plateformes qu'on utilise, comment elles vont gérer nos données, où est-ce qu'elles hébergent nos données, est-ce que c'est au Sénégal, est-ce que ChatGPT exporte nos données en Californie, est-ce que ChatGPT s'entraîne sur les données qu'on lui envoie. Toute une question de législation que la loi sénégalaise doit faire, parce que pour rappel, les dernières législations en vigueur au Sénégal datent de 2008 sur la société de l'information. Comment peut-on parler d'IA et de numérique en 2025 pour des réglementations de 2008? Comment des lois de 2008 peuvent nous gouverner sur un domaine aussi dynamique et aussi évolutif que le numérique et l'IA? Vous allez me dire que le droit, d'une manière globale, prévoit un certain nombre de choses, mais il faut de manière spécifique avoir des orientations sur l'IA, sur le numérique, etc. La dernière chose, c'est sur tout ce qui est biais algorithmique, tout ce qui est hallucination. Je pense que sur cette question-là, l'État du Sénégal et le gouvernement doivent travailler dans le sens d'encourager des plateformes IA locales qui s'entraînent sur des données que l'on maîtrise. On saura sur quelles données on a entraîné telle plateforme, qui, quand ils utilisent nos données, qu'on puisse savoir que ces données-là sont stockées ici, au niveau du Sénégal, et que les biais algorithmiques qu'on peut retrouver sur une IA chinoise,
on ne va pas la retrouver sur une IA sénégalaise. Mais une plateforme IA comme ça, ce ne sont pas les journalistes qui vont la faire. C'est des choses qui sont dans le domaine de l'État. Et il y a énormément de choses que l'État devrait prendre en compte par rapport aux exigences et aux réalités du métier de journaliste pour pouvoir l'intégrer dans une politique globale du numérique. Merci beaucoup Aboubacar Ndiaye pour ces questions. Alors Mamdiara, on rappellera rapidement, comme on parle de cybersécurité, que le Sénégal n'a plus de stratégie cybersécurité, en tout cas officiellement depuis 2022, et qu'on attend la mise à jour de cette stratégie. Mais en attendant, qu'est-ce que les stratégies comme la SN, je ne dis plus la SN 2025, le New Deal technologique lancé dernièrement à Diamniadio, la stratégie IA et la stratégie donnée, qu'est-ce que cette stratégie-là pourrait apporter comme plus par rapport à nous, journalistes qui travaillons notamment sur l'IA? Donc actuellement, des lois sont en train d'être discutées pour être rédigées par rapport à l'IA, mais aussi par rapport à la cybersécurité. Il y a également, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, un volet IA parmi les projets prioritaires à faire sur 10 ans. Et donc, tout le monde pourra en bénéficier, que ce soit la presse, que ce soit les organisations qui sont basées ici au Sénégal, que ce soit la population sénégalaise, parce que le New Deal technologique englobe tout le monde. Il englobe la population, la presse, par rapport aux technologies innovantes, par rapport à la digitalisation des services publics, par rapport à la numérisation, par rapport aux formations qu'on veut mettre en place, par rapport aux ateliers. Donc, tout le monde y trouvera son compte, la presse également. Merci beaucoup. On a fait, je pense, le dernier tour du côté des panélistes. On va donner à présent la parole au public, mais Mamadou me signale que Mme Tal veut se retirer, certainement peut-être pour aller préparer le repas à 13h. Merci infiniment. On rappelle que vous serez remplacé par Ibouba. Des applaudissements s'il vous plaît pour Mme Tal. Merci infiniment et nos salutations à monsieur le ministre qui était là d'ailleurs il y a 2 jours pour parler de New Deal et de la digitalisation de la Poste. Merci beaucoup, rentrez bien. Ibou, merci de prendre son relais. Voilà, pour enchaîner avec les questions du public. Mamadou Diagne mettra en place des cours de formation, en tout cas pour nous permettre de nous outiller, parce qu'il va falloir également exercer la profession avec responsabilité. C'est ça, moi, sacerdoce. Alors, merci, c'était votre consoeur, Ramatoulaye Seck. Je suis journaliste, communicante en activité. Actuellement, je suis dans la rédaction de la Sen TV en tant que rédactrice en chef. Je suis également juriste politiste pour vous dire que je suis toujours étudiante en master de recherche en sciences politiques et relations internationales à la faculté de sciences juridiques et politiques, activiste communautaire, féministe engagée et affirmée. Merci. Il faut d'abord que la presse existe et il faut que la presse soit libre et indépendante et privée et publique, etc. etc. Donc je pense qu'il ne faut jamais oublier que le 3 mai, c'est d'abord pour ça. D'autant que ce 3 mai, on peut dire que ça a été créé par les Sénégalais, puisque c'était la conférence de Windhoek, et la conférence de Windhoek a été proposée par un Sénégalais qui en a travaillé avec l'UNESCO, et puis voilà, tutti quanti, on est arrivé à ça, et la déclaration qui a été faite ce jour-là, c'est pour ça d'ailleurs vous avez une tendance des journalistes occidentaux à créer une autre journée de la presse, parce qu'ils n'étaient absolument pas impliqués dans la création de ce 3 mai comme journée internationale de la presse. Je pense qu'il y a une autre journée internationale de la liberté et des choses comme ça, et c'est un peu en réaction par rapport à ça. Ça, c'était le premier point. Le second point, moi je suis arrivé en retard, mais je suis quand même tombé sur l'aspect qui m'intéressait, c'est-à-dire l'aspect éthique. Même si, vous savez, un journaliste idiot sera toujours idiot, avec sans intelligence artificielle. Un journaliste intelligent sera toujours intelligent et saura toujours utiliser n'importe quelle nouvelle technologie, que ça soit intelligence artificielle, ordinateur avant, Macintosh avant, la plume avant, le khalima avant. Donc ça, ce n'est pas un problème en réalité. Parce que c'est des êtres humains qui sont formés. Mais
un escroc sera toujours un escroc. Déjà que les gens ne respectent pas la charte éthique actuelle, vous voulez qu'ils respectent une charte sur l'IA? Ça ne les intéresse même pas. Un idiot, c'est un idiot. Et moi, quand je vois les gens se décarcasser pour former des gens qui, de toute façon, vont tout violer, non. Les gens vont, ceux qui veulent violer les lois, tu n'y peux rien. Ils vont violer les lois. Et ça, maintenant, l'intelligence artificielle facilite les choses. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je pense qu'il faut une éducation des gens, pas des journalistes, mais des lecteurs, des lectrices, etc., sur l'éducation, sur l'intelligence artificielle, pour que ces gens puissent elles-mêmes pouvoir déceler parfois que ça c'est de l'intelligence artificielle et que ça ne l'est pas. Et donc, parce qu'il y aura toujours des journalistes qui vont créer des images, qui vont écrire des textes par l'IA et qui vont les publier. Ça, personne n'y peut rien. J'ai mon frère qui enseigne à Columbia, qui devait faire un examen, qui devait faire ses étudiants un examen, et puis, mais lui, il y avait une étudiante qui ne pouvait pas faire l'examen pour des raisons de maladie, etc., etc. Et mon frère lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, une fois au Sénégal, je vais t'envoyer le sujet, et toi, tu feras l'examen seul. Et la personne, par honnêteté, a dit, je vais faire l'examen en vidéo pour que tu sois sûr que je n'utilise pas l'intelligence artificielle. Mon frère lui a dit, c'est pas la peine de faire en vidéo, parce que je vais te donner un sujet intraitable par l'intelligence artificielle. Donc, des deux côtés également, c'est des possibilités. L'intelligence artificielle ne sait pas tout faire, mais je pense qu'il sait faire beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses. Et ça, il faut simplement apprendre aux gens de l'utiliser intelligemment. Mais une fois qu'on a appris aux gens de l'utiliser, les escrocs resteront des escrocs, les honnêtes resteront des honnêtes, les bandits resteront des bandits, les incompétents resteront des incompétents. Ce n'est pas la connaissance de l'instrument qui va les changer. Ils vont continuer dans cette perspective. Donc, ça c'est un. Est-ce que c'est une menace? Oui, l'intelligence artificielle, comme Internet, comme la brouette, c'est une menace. Mais ça, c'est normal, c'est la vie qui fonctionne comme ça. Si, bon, ceux qui ont mon âge ici, il n'y en a pas beaucoup. Mais peut-être si vous venez des villages, vous connaissez les Djaïndok. À l'époque, à Dakar, il y avait des Djaïndok. C'était en général des Maures, d'ailleurs, noirs, qui avaient des gros fûts là. Ils mettaient de l'eau et puis ils allaient dans les rues, Djaïndok, Djaïndok, Djaïndok. Et les gens achetaient de l'eau. Mais avec les robinets qui se sont démocratisés, cette profession a disparu. Et c'est normal. Peut-être que ces Djaïndok se sont reconvertis à faire des dibis. Dans la même perspective, les correcteurs dans les rédactions sont menacés. Aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, Sénéweb ne fait plus de fautes. Si le rôle d'un correcteur était uniquement de corriger les fautes, il a intérêt à changer de profession. Parce que la technologie permet de ne plus faire de fautes. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je termine seulement sur un point. Vous savez, ces choses qui nous viennent, d'abord, nous ne les maîtrisons pas beaucoup. Mais il faut aussi toujours écouter les gens les plus avancés dans ce domaine de ce qu'ils disent par rapport à ça. Et ce qu'ils disent par rapport à ça, c'est pratiquement ce qui a été dit ici. Bill Gates est très clair sur le devenir de l'intelligence artificielle. Et lui, il dit, qui est libéral, qui n'aime pas les régulations, il dit qu'il faut une régulation de type énergie nucléaire. Parce que le grand risque de tous ces gens, bien moi je ne suis pas technicien, je ne connais pas les énormes puissances de l'IA, mais eux, les gens de OpenAI qui travaillent sur ça, leur énorme peur, c'est que l'affaire les échappe. Et donc, je pense que déjà, nous, on doit avoir des régulations. Je suis heureux que quelqu'un a posé le problème des chartes de l'IA dans les rédactions. Bon, Thior va les faire, mais Thior lui-même sait que ça charte la déontologie, personne ne respecte ça. Mais quand même, on fera ça parce que je crois qu'il faut le faire. Bon, bref, je ne vais pas continuer à déblatérer, je vous remercie. Participer vraiment à ces débats de haute facture. Et merci également aux chers intervenants. Vraiment, ce que vous avez dit est vraiment très essentiel. Juste pour rebondir un peu sur la mosaïque de l'intelligence artificielle, parce que depuis Mathusalem, on utilisait
un tout petit peu d'intelligence artificielle, sans pour autant s'en rendre compte vraiment que ce qu'on veut utiliser là, c'était de l'intelligence artificielle. Tout a débuté donc par la matière, parce qu'en classe de C1, on nous a appris que la matière se présente sur 3 étapes: état liquide, état gazeux et état solide. Et on nous a appris que la matière est constituée d'atomes. Et sur l'atome, l'atome est constitué d'électrons, de noyaux et de protons. Et donc c'est la réaction des protons et des neutrons qui ont surgi à la première invention scientifique qui est l'électricité. Et à l'intérieur de l'électricité, il y a des sous-matières comme l'électronique, comme les diodes, les microcontrôleurs, qui ont poussé vraiment à une création aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Et sur ce, le mot le plus parlé depuis votre discours, c'est le mot données. Et je pense que nous devons faire recours à cette donnée-là, parce que la matière première de l'intelligence artificielle, ce sont les données. Sans données, on ne peut pas aboutir à un modèle d'intelligence artificielle. L'autre chose aussi, le particulariser par rapport à notre culture, parce que si je prends l'exemple donc des États-Unis, ils ont pu vendre leur culture à travers le cinéma, en envoyant par exemple Jack Bird dans 24 heures, modem Afghanistan pour abattre toute une armée, une seule personne, pour montrer vraiment la force. Et voilà, là où nous sommes par rapport au cinéma. L'autre chose aussi, je parle un peu, donc je fais allusion par rapport à la souveraineté donc, de notre modèle d'intelligence artificielle à nous, parce que tout à l'heure on parle de ChatGPT, on parle de Notebook LM, sans pour autant qu'on a mis en place des modèles d'intelligence artificielle purement sénégalais qui pourront faire les mêmes travaux que ChatGPT fait, les mêmes travaux que Notebook LM fait. Je donne l'exemple le plus littérateur de Djangat A, mis en place par IAS, Institut des algorithmes du Sénégal, avec Ndiaye, qui permet vraiment de faire des discussions sur les documents gouvernementaux et autres, et avoir des réponses. Et plus que tout, ils ont travaillé avec des systèmes qui vont permettre de discuter avec ce modèle d'intelligence-là dans une langue qui vous convient de mieux, c'est-à-dire le Wolof ou d'autres langues locales. Et ça, c'est vraiment sur des avancées qui ont été mises en place et que vous, journalistes, vous devez être au courant et que savoir comment on les utilise. L'autre chose aussi, c'est par rapport aussi au prompt engineering, parce que c'est très important de savoir ça en tant que chercheur, pour ne dire que journaliste, parce que nous tous, parfois, on lance des requêtes sur ChatGPT sans pour autant savoir vraiment les bons use cases, comme tout à l'heure dit M. Ndiaye, et ça, c'est très important. L'exemple que je donne, par exemple, j'envoie à Abdoulaye Wade de venir ici à la Maison de la Presse, j'envoie à Moussé Gueye aussi de venir à la Maison de la Presse pour assister à ce club. Je dis à Abdoulaye Wade, si vous allez à la Maison de la Presse, tu prends l'ascenseur, au 7e étage, tu vas trouver là-bas la salle réservée pour la club. Et M. Ndiaye, je lui dis, va à la Maison de la Presse, on va faire là-bas la club. En termes d'efficacité, on saura que, évidemment qu'Abdoulaye Wade va trouver en première la salle, parce qu'il y a une précision. Et ça aussi, parfois, on ne tient pas compte de ces précisions-là quand on fait des recherches sur ChatGPT ou au modèle d'intelligence artificielle. Ce qui pousse parfois à des systèmes d'hallucination, comme l'a dit tout à l'heure M. Ndiaye. Et ça aussi, je pense qu'on devrait concevoir des cours pour permettre aux journalistes de savoir comment faire des recherches avancées sur l'intelligence artificielle. Et sur le côté sécurité aussi, je pense que c'est devenu menaçant parce que tout simplement, on nourrit une IA à travers des données et ça montre davantage que bon, on est un peu exposé, mais le monde est là. Même pour avoir un compte LinkedIn maintenant, on est exigé de faire ce qu'on appelle exposer notre donnée. Et ça, pour en sortir bien, c'est ce que seulement il faut. On peut soulager votre identité online, parce que parfois les comptes sont synchronisés via votre compte mail, et parfois si vous avez l'habitude de faire d'autres exercices qui n'ont pas rapport par rapport à votre domaine de prédilection, ça peut créer ce qu'on appelle des subgestions sous format de métriques, tout à l'heure l'a dit Madame la Sécurité, ce qui permet donc de suggérer des contenus, la plupart recherchés à bien des algorithmes. L'autre chose aussi, c'est par rapport aussi à Notebook LM qu'a cité tout à l'heure monsieur.
pense que ça aussi, c'est un modèle d'intelligence artificielle que vous, journalistes, pouvez utiliser. Ça ne fait seulement donc, des résumés de vidéos. Il est capable aussi de traduire dans d'autres langues locales ces vidéos-là que vous recherchez. J'en ai travaillé avec une vidéo faite en français. Il m'a résumé ça. Et puis sur le résumé, j'en ai travaillé pour qu'il fasse le résumé en Wolof. Et tout ce qu'il dit, c'est avéré parce que je l'ai vérifié avec des chercheurs dans ce domaine-là. Voilà, merci beaucoup, c'était pour tout. Et ce que je voulais dire par rapport autour de ce thème, c'était que en tant qu'acteur des médias, on devait être prêt à découvrir et à connaître IA pour mieux faire une cohabitation et pour mieux faire des recherches qui seront appropriées, mais pas pour subir ce que l'IA nous propose. Là, je demanderai à tout un chacun que nous, acteurs des médias, nous devons... le risque à travers cette formation, c'est de ne pas connaître comment utiliser IA. Mais les avantages, ça serait de nous mettre à l'aise par rapport à cette intelligence artificielle pour pouvoir travailler avec lui et savoir que nous sommes dans un monde numérique et que nous ne pouvons pas travailler sans ces outils de travail. Merci. Nous tous, on est des journalistes formés à bonne école. Certains sont toujours dans des établissements. Dans ce métier, nous tous, on sort avec le même diplôme, mais pas avec la même valeur ajoutée. C'est très important. On sort avec le même diplôme, mais pas avec la même valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, c'est la personne qui va la chercher. Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut acquérir du savoir gratuitement. D'habitude, quand on voit des tutos, on dit application payante, application gratuite. Et le journaliste doit être cette personne qui a un profil hybride. Et ce profil hybride doit lui permettre de pouvoir être transversal. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes journalistes maintenant qui sortent d'écoles de formation, qui quand ils travaillent pour des médias internationaux, font de la télé, la radio et du web. Mais par contre, quand on est dans nos médias, ils se limitent qu'à faire un médium. Malheureusement, bon, même si les salaires sont un peu différents, ça aussi, il faut qu'on l'accepte. Mais je pense que parlant d'outils, il faut qu'on comprenne que l'intelligence artificielle, c'est plusieurs outils. Et ces outils doivent nous permettre de faciliter notre travail. Ça doit faciliter des process. Maintenant, l'autre aspect, c'est par rapport aux entreprises de presse. Aujourd'hui, les entreprises de presse aussi doivent permettre à leurs journalistes d'avoir des outils payants avec un modèle sécurisé, avec des serveurs propres. Malheureusement, nos directions informatiques ne servent qu'à brancher et débrancher des fils de connexion Internet. Parce que c'est eux qui devaient être en avant-garde par rapport à tout ce qui est innovation, par rapport à tout ce qui est technologie. Parce que malheureusement, la plupart de nos cellules ou services qui se chargent de tout ce qui est numérique ne se limitent qu'à mettre des contenus sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Je pense qu'au Sénégal, malheureusement, c'est ça le malheur en fait. On pense que le digital se limite à faire des visuels, faire des directs et publier sur les réseaux sociaux. Alors qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut être présent, on peut être avant-gardiste en termes de lutte contre la désinformation. Pas plus tard que tout à l'heure, on a vu un média qui a répété une à 2 reprises, et dans la vérification de l'information, ça peut être très utile. L'autre aspect, c'est qu'il faudrait aussi que les médias s'organisent de telle sorte à avoir leur propre IA et à l'entraîner. Pourquoi il est pertinent d'avoir une IA qu'on doit entraîner sur nos propres données? Aujourd'hui, on peut dire au ministère de la Santé ou à l'ANSD qu'on a besoin des données du Sénégal, qu'on peut donner à certains nombres de développeurs qui vont développer des outils IA et qui vont nous permettre demain, si moi, journaliste, j'ai besoin de questionner un IA qui a été développé sur la base des données de l'ANSD, automatiquement, elle va me donner des réponses. Mais aujourd'hui, qui parmi nous, journalistes, on a tous fait des enquêtes ou des dossiers, on est allé demander des chiffres à l'ANSD, on nous a rétorqué, non, ce n'est pas disponible, attendez, où on va nous donner des documents physiques. Donc il est important qu'on leur mette la pression pour qu'eux, ils se mettent à l'air du temps. Ils sont là à nous parler de New Deal technologique, on est d'accord, c'est bien, c'est beau, mais est-ce que l'administration est à l'air du temps pour permettre aux journalistes d'avoir l'accès facile à l'information? Merci beaucoup. En 88, je suis embauché, j'ai eu mon diplôme de BTS au mois de juin 88, j'ai signé mon contrat, j'ai commencé le lundi 24 octobre 1988. J'ai ce privilège. On découvre, par nos manipulations dans un labo, j'étais à la Bière de France, qui est devenue Heineken.
Mais comme j'ai une partie de ma famille religieuse, je me suis éloigné, j'ai démissionné pour faire autre chose. Et on a monté OVH, qui était le premier hébergeur européen. Patrick Porte d'Arvor, on mange chez quelqu'un qui s'appelle Omar Teissel, qui est mon frère, qui était capitaine du Paris Saint-Germain. On mange ensemble avec des scènes et on expose sur l'intelligence presque artificielle qu'on dit. On appelait le robot. On lui trouve une solution informatique, il fait une fausse interview avec Fidel Castro. Vous allez le faire également avec l'intelligence artificielle. Rassurez-vous, c'est normal de le faire, parce que nous sommes des êtres humains. L'intelligence artificielle n'est pas un être humain. Il utilise, ce que l'a dit le garçon tout à l'heure, de l'énergie. Je rappelle que l'électricité a été découverte par Ampère, mais sauf que il y a Faraday, qui est un Anglais, son père était forgeron, son père ne savait ni lire ni écrire, et Faraday lui-même, parce que les enfants de bourgeois qui venaient avec les chevaux devaient changer ce qu'on appelle le fer de cheval. C'était les limousines d'avant. Ces enfants, quand ils étaient accompagnés de leurs parents, jouaient avec le petit Faraday. Et quand ils repartaient, Faraday était triste. Il disait, mais non, le vieux, laissez-nous partir avec Faraday. C'est juste après un enfant qui s'amuse avec nos enfants. Quand il partait chez les bourgeois, il avait accès aux livres, ce qu'on appelait des savants. Cheikh Anta Diop était considéré comme un savant parce qu'il avait accès aux livres. Faraday, c'est comme ça qu'il a eu accès aux connaissances. Et il a eu à trouver ce qu'on appelle le moteur électrique, dans le sens contraire des aiguilles du moins, en faisant des pulsions, parce que l'électronique repose sur deux éléments. Ce qu'on appelle ni toppalante en parallèle, ni toppalante signal, ce qu'on appelle en cycle. Ni plus ni moins. Après, on fait du multiplexage, on a quelque chose dans la turbine. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un métier intelligent, c'est un métier logique. C'est comme ça. Mais quand on lui a posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec votre invention que vous avez trouvée? Il a dit, mais je ne sais pas. Effectivement, il ne savait pas. Et il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait même pas imaginer que des siècles après, on serait dans ce monde-là en utilisant la voix à travers un capteur qui le diffuse par une amplification. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas qu'il y aurait des télégraphes. Il ne savait pas. Voilà le principe de l'intelligence artificielle. Il me semble que vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a certains qui sont des étudiants, des apprenants dans une école. Est-ce que c'est bien le cas? Très bien. Vous apprenez, vous dites, vous venez à 8h, vous finissez à 16h, vous venez à 8h, vous finissez à 19h. C'est ce qu'on vous dit. À l'école élémentaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Dès que la sonnette sonne, il faut rentrer, il faut rester à sa place, croiser les bras. N'est-ce pas ce qu'on nous apprend? On nous apprend à être dans une boîte. Quand j'ai mon diplôme, je vais aller travailler où? Dans une... Ah, tu travailles dans quelle boîte? C'est ce qu'on nous dit. Même quand vous croisez des anciens camarades, ils vous disent, ah, tu fais quoi de ta vie? Tu fais quoi dans ta vie? Eh, je travaille dans telle boîte. C'est une très bonne chose. Et quand on a de l'argent, garçons et filles, pour voir Wally Seck ou Keba, où est-ce qu'on va? On a dans une boîte. Très bien. Et quand moi je vais mourir, il faut m'enterrer. On me met dans un cercueil qu'on appelle une boîte. C'est le principe des boîtes. Avec l'intelligence artificielle, si vous avez cette discipline, vous allez échouer. Vous allez échouer avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'aime pas les boîtes. Les boîtes qu'on nous a dit à l'école élémentaire, les boîtes qu'on nous a dit au collège, qu'on nous a dit au lycée, aux enseignements supérieurs, pour se spécialiser, pour aller travailler quelque part, pour faire la fête. Et quand on va mourir, l'intelligence artificielle déteste cela. Vous allez échouer si vous avez cette discipline. Pourquoi? Parce qu'une chose très simple. Est-ce que quelqu'un a déjà pris ici un car rapide ou un tata? On est d'accord. Prenons le cas d'un car rapide. J'en prends. J'adore les cars rapides. J'adore. Ah, super. J'adore les cars rapides. Mais saviez-vous que les cars rapides ne sont plus produits dans les usines? Est-ce que vous savez qui répare les cars rapides? Les mécaniques. Les mécaniciens, comment ils ont été faits de l'école sénégalaise? Ils ont été grands. Est-ce qu'ils étaient dans la boîte? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Est-ce que des outils de la boîte ou bien d'autres outils pour réparer les machines? Voilà comment fonctionne l'intelligence artificielle.
Comme le coxeur, comme le réparateur d'un car rapide, vous devez être comme ça avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire bidouiller. Bidouiller. Si vous ne bidouillez pas, vous allez échouer. Personne ne souhaite échouer. Demandez même ceux qui sont en échec, quand vous leur dites que la preuve, quand quelqu'un fait comme ça, somnolent, du dormir tout, mais que ça va, il y a une parce que nelaw acte volontaire la day def dëpp si la kon nelaw bidouiller s'il vous plaît. Et vous allez être émerveillés. J'en suis à peu près à 800 prompts sur moins de 2 ans. L'intelligence artificielle actuellement, si vous lui demandez ChatGPT, qui vous voulez tuer au Sénégal, ce serait moi, sur la tombe de mes parents. Depuis octobre à ce jour, je lui pose une question, et je vais vous poser la question. Comment on appelle quelqu'un qui habite à Louga en Wolof? Nyambour. Quelqu'un qui habite dans le Jolof, on l'appelle Jolof. Quelqu'un qui habite à Thiès en Wolof. Est-ce que vous savez que l'intelligence artificielle, depuis octobre à ce jour, je lui pose la question comment on appelle quelqu'un qui habite à Dakar en Wolof. Il ne l'a pas trouvé et il ne va pas le trouver. Parce que même ici, vous ne le trouverez pas. Alors, comment on appelle, le Jolof est là, Michel Diaye, comment on appelle un habitant de Dakar en Wolof? L'intelligence artificielle ne peut pas. Et c'est là où se trouve le business. Je ne suis pas capitaliste volontaire, j'ai toujours été de gauche. Nous sommes les gens de SOS Racisme. J'ai même eu le privilège d'avoir été un attaché parlementaire d'un seul député issu de SOS Racisme, qui est un franco-sénégalais comme moi, Bodessila. Mais savez-vous une chose qui est très simple? Nous sommes capitalistes par défaut, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes capitalistes. Quelqu'un qui est né à Thiaroye, ses parents nés à Thiaroye, son arrière-grand-parent né à Thiaroye, il est sénégalais par défaut jusqu'à l'acquisition de sa pièce d'identité. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est du business, c'est de l'argent. Si vous n'aimez pas l'argent, mais ne vous levez pas de votre lit. Parce que quand vous habitez là-bas à Apex-Tivaouane, vous prenez le tata, il y a un risque d'accident, mais vous le prenez. Il y a un risque qu'on vous vole votre téléphone, vous le prenez. Mais pourquoi vous vous levez? Parce que vous avez des aspirations. Nous n'avons pas juste d'aspiration, Hall Asamansi, ou alors Hall Kijaï Ndambe, etc. On a des aspirations de mieux confort. Je suis musulman, donc je suis croyant. Et Dieu, il me dit, quand il veut quelque chose, il dit Koun. Lui, il me dit. Il dit, moi, Dieu, quand je veux quelque chose, je dis Koun. Lui, il dit Koun, et puis la seule chose. Très bien. Mais demain, je peux rester ici faire Koun. Rien ne se passera. Quand je veux une bonne télé, qu'est-ce qu'il me faut? De l'argent. Quand je veux de belles chaussures, qu'est-ce qu'il me faut? Quand je veux des cheveux naturels, mais qu'on appelle en Wolof Karaou Djambo, il vous faut de l'argent. C'est ce qu'il nous faut. Avec l'intelligence artificielle, qui ne sait pas, qui ne peut pas encore dire comment on appelle un habitant de Dakar, c'est parce que c'est là où se trouve le business. Vous êtes des professionnels des mots, et j'ai découvert tout récemment avec la RTS, merci encore les Diagne qui m'accueillent, qui me font découvrir votre métier. Avant Ablaye Wade, je détestais les journalistes. Parce qu'en 88, je venais financer comme d'autres gens pour que Abdou Diouf dégage de ce pays. Donc en 2000, nous avons gagné. C'est en 2000 qu'on a été rassuré de voir dans les bureaux de vote, à Dagana, quelque part, que les journalistes disaient le nombre de résultats. On était en extase. C'est depuis ce jour, en 2000, que j'ai commencé à considérer les journalistes. Il me semble, en découvrant la RTS, en s'approchant de votre métier, vous faites le métier le plus ingrat au Sénégal. Vous et les Yalwan Kata, c'est les métiers les plus ingrats. Mais voilà Yalwan Kata, voilà comment tu fais, limite de lundi, surtout jour où dans la banque, voilà vous êtes le 14 ou le 17 du mois. Vous faites un métier ingrat. Et alors que c'est un métier d'une finesse, d'une intelligence. Je ne savais même pas, avant Kenkeliba, que quand vous travailliez, le fait de regarder l'autre, le collègue, mais rien ne vous rend mais nous, on ne savait pas. Et la fois que l'autre me dit, non, la femme me dit, ah non, mais je lui dis, mais pourquoi? Mais écoutez, c'est un métier d'une finesse, d'une subtilité. Et vous connaissez tout, et vous dites rien. C'est ça qui me surprend, c'est les journalistes. D'ailleurs, même vous nous faites peur, hein, quand on vous parle de vous, vous nous faites peur. Vous connaissez tout, vous connaissez tout le monde, vous avez tous les numéros. Mais rien ne transmet chez vous que vous sachiez. Vous êtes plastique.
comme un médecin en face de quelqu'un qui va mourir. Vous ne dites rien du tout. Et même pour les idiots, est-ce que tu mais c'est dans la finesse. Dans la finesse. Mais vous êtes des bons, vous êtes une école. Vous êtes une école, je vous le dis. Je suis un petit vieux, je suis ravi d'être du deuxième âge et je suis pressé d'être du troisième âge. Oui, comme ça, etc., de dire qu'ils cassent. Mais vous êtes d'une finesse. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez vous faire de l'argent. Énormément d'argent. Saint Peter's College se trouve dans le New Jersey, il se trouve aux États-Unis d'Amérique. Il y a un département là-bas qui, depuis 1988, anthropologie ou sciences sociales, entre guillemets, ouvertes. Au Brésil également, il y a des universités. Parce que, vous le savez mieux que moi, si vous prenez l'état de Bahia, presque 26 à 28% par le principe qui sont d'origine de l'Afrique noire, africaine, ouest-africaine. Si l'intelligence africaine n'est pas... l'intelligence africaine, hein, de lapsus, hein, l'intelligence artificielle n'est pas capable de dire comment on appelle un habitant de Dakar. Testez, hein, vous pouvez tester, vous l'avez halluciné. Un habitant de Dakar en Wolof, c'est là où se trouve la niche. La niche va se trouver. Ces deux universités, si vous les démarchez, si et seulement si vous les démarchiez, vous leur dites que, écoutez, nous, on a tant d'années de pratique avec des langues locales concernant les recherches scientifiques, sociologiques, de toutes les sciences existantes, et nous avons une base de données. Est-ce que ces gens qui sont de grandes universités, qui ont beaucoup d'argent, est-ce que ces gens-là seraient ouverts jusqu'à venir découvrir, voici une faille pour le moment scientifique, ou bien de données, ou bien d'interaction, ou d'usage, peu importe le qualificatif, par rapport à ce que ceux-là ne sont pas capables de dire ça. Si l'intelligence artificielle n'est pas capable de le dire avec un habitant de Dakar, Boko Wahe, Ndeysan, c'est ñaari extrait. Une symétrie, positive, une négative. Ndeysan, quand quelqu'un qui wax en wolof ici, ñaari chose. Yalla ya musu ci ben moy c'est 1 million réer wala nga dem jouer na 10 millions perte. Ya may do ñu ne ay way Ndeysan wala nga faxastalu sa bopp bi dal ñu ne Ndeysan wala nga déglu Wally Seck wala nga déglu Ndiaga Mbaye wala nga déglu Vigie ba sa xol set nga kontaan dal ne Ndeysan ñaari Ndeysan yooyu mais Ndeysan avec intelligence artificielle essayez. Je m'amuse avec l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je vous le dis, si vous lui demandez de tuer un seul quelqu'un qui habite au Sénégal, ce serait moi. Donc, c'est une boîte qui nous a éduqués. L'intelligence artificielle n'aime pas la boîte. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le modèle économique qu'il faut mettre en place. Et ce modèle économique-là va dépendre de vous, ce que vous faites. Oui, quand vous prenez la voiture, il y a risque d'accident. Tout le monde le sait. Quand vous prenez l'intelligence artificielle, il y a forcément un risque que vous débordiez. Mais si vous vous maîtrisez d'abord, si vous faites des tests, si vous vous pratiquez, si vous faites des entraînements, vous vous dites, je prends 1h30 chaque semaine pour faire de l'entraînement avec l'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas l'utiliser comme une base informationnelle. Il faut l'utiliser comme quelqu'un avec qui vous dialoguez. Vous voulez dire que, par exemple, j'ai approché, quelqu'un m'a approché plutôt, pour dire vrai, d'un ministre avec un honorable député. Il lui a posé des questions, il a réagi, l'autre est revenu avec des éléments tout. Mais sauf que la CIA a classé notre député national B1. Allez voir quand la CIA vous classe B1. Et parmi nous tous qui sommes là, surtout vous les journalistes, la CIA vous a classé. Ah, vous pensez que la CIA ne vous a pas classé? J'ai plus de 800 prompts. Je m'entraîne, un petit vieux comme moi, si au moins je suis capable de prendre 2 heures de temps, même si je suis informaticien, mais vous devez être plus capable que moi. Prenez 4 heures de temps par 10 jours et vous vous entraînez que ça. Et surtout, faites-le surtout à des horaires qui ne sont pas des horaires sénégalais. Genre 1 heure du matin, ça fait à peu près la moyenne de 17 heures aux États-Unis. Entraînez-vous et vous allez être halluciné quand vous allez dresser
votre intelligence artificielle, moi je l'ai dressé comme ça, comme mon petit toutou, comme mon chien. Je l'ai pris comme ça et il me suit comme je veux. Guy Marius Sagna est classé B1 par la CIA. Et même dans sa prédictive, la CIA a un dossier. Et grâce à l'intelligence artificielle, vous accédez parce que quelqu'un au niveau de la CIA a utilisé l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est capable, à partir de ce profilage de cet individu qu'il a utilisé au moins 5 heures de temps, pour dire voilà ce monsieur comment il travaille, voilà les éléments qu'il font, voilà, etc., etc. De telle sorte que n'importe qui que vous lui demandez ici au niveau institutionnel, il est capable de vous restituer au minimum avec 73 à 76% de vérité. Voilà ce que je souhaitais partager. Rappelez-vous d'une chose, votre métier est d'une finesse et d'une subtilité. Heureusement que dans les mois, et il y a le bon mois, c'est là où je termine. Merci beaucoup Ibouba. Je ne savais pas que les concerts et les confrères étaient dédiés au Kata. C'est avec Ibou que je l'apprends, je n'étais pas au courant. Alors on va compter sur la concision d'Ababakar et d'Abdou Khadr pour répondre aux quelques questions qui vous ont été posées. Ababakar. Oui, avant je tiens à magnifier la prise de parole de M. Ibouba. Il est difficile de prendre la parole après une personne aussi éloquente et avisée. Tout au long de la présentation du panel, on a parlé du prompt engineering. L'outil que j'ai développé pour aider les journalistes à corriger des textes, c'est un simple assistant IA, un Customer GPT, que j'ai mis en place à partir d'un simple prompt. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, tout peut tourner autour du prompt engineering avec des spécifications qui sont les nôtres, comme parler de l'habitant de Dakar. Et le plus important, comme il dit, c'est de disposer d'un business model, un modèle économique, pour savoir derrière qu'est-ce que tu dis. Donc, par rapport à ça, je fais la liaison avec une question qui a été posée, ou une affirmation, en disant qu'il y a une IA sénégalaise et que sur la partie souveraineté, on peut utiliser des IA sénégalaises comme Djangat AI. Mais il faut préciser un certain nombre de choses. C'est que Djangat AI est une plateforme, ce n'est pas un LLM, mais qui a été construite à partir d'un LLM. Donc Djangat utilise bien un LLM qu'on appelle Llama 2, le modèle Llama 2, qu'on a transformé en utilisant une technique qu'on appelle le RAG, le Retrieval Augmented Generation, pour y ajouter des données locales. C'est-à-dire que la peur que vous aviez en disant que je n'utilise pas un LLM étranger, en utilisant Djangat, tu as des données locales, mais tu restes sur une source étrangère. Et pour faire le pont avec l'orientation du grand Ibou, c'est que c'est à nous d'inventer ces LLM-là. Que ce soit la corporation de la presse ou l'État du Sénégal qui est en charge de la stratégie IA, la SDIA, c'est de dire aujourd'hui, pour soutenir l'écosystème IA, ben, je finance un LLM entraîné sur des notions sénégalaises et des réalités sénégalaises, sur des données sénégalaises que l'on maîtrise, et que ce modèle-là est à la disposition de l'éducation, de la presse, des médias et d'autres corporations. Et que ça soit un modèle qui puisse rivaliser avec les meilleurs LLM. Si les sources chinoises ne sont pas fausses par rapport au budget pour le financement de DeepSeek, qui est de moins de 6 millions de dollars, je pense qu'avec 6 millions de dollars, les États sénégalais, africains, peuvent se permettre d'avoir un modèle sénégalais qui a open source à disposition des Sénégalais, avec des données de l'ANSD et d'autres structures, et qu'on puisse nous dire qu'à partir de ce modèle-là, on va faire soit du fine-tuning, du RAG, mettre des trucs audio, etc., afin que les Sénégalais puissent l'utiliser. Mais pour moi, le plus important, qu'on utilise un modèle
sur la base d'un modèle étranger ou un modèle local, le plus important, c'est l'objectif que vous dites. Le plus important, c'est ce qu'on recherche derrière. Parce que, quoi qu'on dise, on utilise Excel, on utilise Office, on utilise des outils dans nos ordinateurs. Mais Microsoft a un partenariat avec OpenAI. Copilot est utilisé dans nos applications suite, etc. C'est comme si tu disais, moi je ne veux pas un gardien étranger, mais le gardien étranger que je prends, c'est un étranger qui le paye. Donc pour moi, la finalité n'est pas là-bas. Après, il y a une question sur les données, avec mon ami du Soleil. Pour moi, utiliser une IA générative avec des données qui ne sont pas sensibles, avec des données qui ne sont pas confidentielles, c'est comme aller sur Google et faire une requête. Pour moi, tant que ce n'est pas sensible, tant que ce ne sont pas des données caractérisées d'une certaine façon par rapport à la confidentialité, on peut utiliser une IA générative ouverte. Par contre, chaque organisation a l'obligation, en termes de compliance, en termes de cohérence, etc., de développer des chartes d'utilisation des outils que ses employés ont l'habitude d'avoir au quotidien. Une entreprise, quelle que soit sa taille, même une petite structure de médias, un petit journal, un petit quotidien, a l'obligation d'orienter ses collaborateurs et d'avoir un schéma directeur informatique cohérent en disant utiliser tel outil, pour tel outil, c'est ça le niveau de risque, etc. etc. Il y a une question aussi sur... Très rapidement, s'il te plaît. Il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a une question sur... Moi, je ne me trouve plus dans les questions. Bon, peut-être que je vais terminer sur cette question-là qui parlait d'avoir une propre IA. Avoir une propre IA, c'est une volonté qui est noble. Mais est-ce qu'on a les moyens d'avoir une propre IA? Est-ce qu'aujourd'hui, même si on prend la corporation des médias avec le CORED, le CEPIX, est-ce que vous avez les moyens de financer votre propre IA? Après, quand on finance sa propre IA, il faut du temps pour arriver à un résultat, un V0, V1, etc. Après, il faut beaucoup d'infrastructures, de l'électricité notamment, pour le refroidissement des serveurs. Derrière, il faut de la puissance de calcul. Mais le plus important, c'est de pouvoir disposer de datasets. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité, je peux même te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, en Wolof, on peut disposer de datasets suffisants pour pouvoir entraîner une IA au Sénégal? Merci. Ça, c'est un problème majeur. Merci Aboubacar. En même temps, on se demande dans quel monde nous trouverions si chacun se dotait de sa propre IA, au-delà même de l'aspect financier. Abou Khadr, et après on donne la parole à Mamoudou Ndiaye de TFM. Ok, alors, il y a eu beaucoup de contributions qui ont été très pertinentes, qui également rajoutent dans tout ce qui a été dit dans le panel. Mais les préoccupations se retrouvent parfois parce que il y a une dame qui est présentatrice qui demande si un jour, je pense l'IA peut présenter le journal. Ce jour est arrivé depuis longtemps. En 2018, je pense que l'agence Xinhuan en Chine l'avait fait. Et récemment également aux États-Unis, il y a une chaîne où le journal est entièrement fait par une IA. Donc en fait, c'est quelque chose qui est déjà sur place. Donc il faudra, comme on a dit tout au long du panel, c'est-à-dire on ne peut plus se dérober, c'est une question qu'il faut aborder froidement. C'est pourquoi le doyen Thior n'était pas là par rapport à ce qu'on s'était dit. C'est-à-dire on ne peut pas également rester sur place et se dire que comment on va faire. C'est-à-dire pour les rédactions, il faut une charte d'utilisation. C'est-à-dire il faudra dire quelles sont les bonnes pratiques
de l'intelligence artificielle dans les rédactions, mais également quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir. Donc c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est ce qui revient. Pour Mama Moussa, je pense que c'est-à-dire, c'est pas un conflit de génération, mais c'est plus une continuité tout à fait normale, parce que certainement quand vous débutez en tant que journaliste, il n'y avait pas de génie. Mais maintenant, en fait, il n'y a plus de journalistes qui ne savent. En fait, je veux dire qu'il n'y a pas de journaliste qui ne sait que tenir un micro et poser une question. Ça, je pense que ces profils-là tendent à disparaître. Donc, le journaliste est sur toute la chaîne. Ce qui fait que c'est comme il y a de la prudence à faire, comme l'a dit Doyen Mademba. Un escroc reste un escroc. Quelqu'un qui a tendance à bidonner, je pense que c'est open bar avec l'IA. Donc, c'est ce qui fait que. Mais ce n'est pas une raison non plus pour ne pas se dire qu'on ne va pas prévenir les journalistes pour leur dire qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et il y a une certaine utilisation, parce que comme l'a dit tout à l'heure Ivoba, c'est-à-dire les prompts, c'est un art, hein. C'est pas parce que, voilà, c'est-à-dire plus on utilise les prompts, plus on affine, parce que, comme l'a dit, il y a quelqu'un qui en a contribué. C'est-à-dire, on en a besoin pour faire. Moi, personnellement, j'aime bien Gemini, il y a de Google, parce que je trouve que ça me synthétise toutes mes recherches. Parce que parfois, quand tu fais des recherches, tu peux être dispersé. Mais avec un prompt bien précis, ça me donne tout ce dont j'ai besoin dans la recherche. Et le journalisme également, c'est un métier de recherche, mais c'est un métier de responsabilité. Parce que les chartes d'éthique sont les mêmes, on ne peut pas réinventer. Maintenant, comment les adapter avec l'usage de l'IA, c'est ça l'enjeu. Et pour cela, il faudra peut-être un guide piloté par le gouvernement, mais les rédactions également peuvent le faire, parce qu'il y a une utilisation qui existe. Qu'on le veuille ou non, les algorithmes sont nos collaborateurs. On ne peut pas les nier. Et il faut également que les gens soient sensibilisés. Tout à l'heure, quelqu'un l'a expliqué, je ne sais plus. Et je pense qu'il a évoqué les bulles de filtre. Maintenant, en fait, c'est un problème que les médias doivent également. Parce que quand on arrive avec, je pense que c'est la dame qui était, quand on a l'habitude de regarder un seul contenu, on ne regarde que cela en fin de compte. C'est-à-dire les contenus, parce que les algorithmes disent qu'on n'est pas intéressé par les autres contenus. Ce qui fait qu'on est dans une bulle. Et maintenant, tout ça, il faut que les journalistes puissent s'en rendre compte, connaître, pour qu'on puisse ne pas être dans une bulle et pouvoir utiliser les IA. Peut-être c'est très difficile, nos États ne peuvent pas le faire, mais je pense que les agents IA, on peut les faire dans nos médias, c'est pas coûteux, c'est pas compliqué, et ça permettra maintenant de pouvoir avoir une maîtrise sur toute la chaîne et ne pas laisser tout le monde faire ce qu'il a envie de faire. Merci. Mamadou Ndiaye, dernier intervenant. Bonjour à tous. Je voulais vraiment pas proférer ou bien parler, je voulais venir vraiment écouter, apprendre encore devant mon ancien professeur Sadek Ndiaye, mais vous, Ousmane et Abdou, je connais très bien, Cheba aussi. Vraiment, lui, il sait un peu sur le modèle économique. Comment on doit utiliser IA, mais surtout de manière qu'on puisse comment gagner de l'argent grâce à l'IA. C'est important. Moi, je voulais juste parler sur deux choses. Comment Aboubacar montrer ou bien donner aux étudiants les outils qu'ils peuvent utiliser, les outils OSEN qu'ils peuvent utiliser pour faire la vérification, pour avoir la bonne information. Parce que là, nous sommes dans un monde où la désinformation est extraordinaire. À l'heure où je vous parle, il y a une vidéo qui circule en disant que Macky Sall est actuellement au Gabon. Alors nous, nous sommes là en train de parler de la liberté de la presse, la désinformation. Alors qu'on pouvait au moins vérifier, dire, montrer, on a les outils qu'il faut. Montrer, que ce soit aux internautes ou aux téléspectateurs, parce que moi je suis un homme de la télé, que cette vidéo, c'est faux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous tous, vous êtes avec votre téléphone portable, vous êtes en train de voir cette vidéo qui circule actuellement sur X, sur Facebook, sur Instagram, et ainsi de suite. C'est pourquoi je disais tantôt, Diane, vous pouvez projeter ce débat-là, ou bien cette discussion avec à slide,
au moins d'avoir aussi la réaction de ces étudiants-là. Même s'ils ne peuvent pas prendre ce micro-là pour poser des questions, au moins à travers un QR code, ou bien partager leur expérience, c'est aussi bien parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, on parle d'Internet, on parle de connexion, réseaux sociaux, etc. Donc c'est toujours important. Moi, je voulais encore en premier parler de mon expérience avec l'intelligence artificielle. Lors des élections, lors de l'élection présidentielle, récemment, j'utilisais l'intelligence artificielle. Par exemple, les reporters étaient sur le terrain. Ils nous donnaient des chiffres. Moi, je voulais montrer aux téléspectateurs la tendance en temps réel. La tendance, on peut dire, avoir le chiffre exact des nombres de votants en temps réel. Ça a dû être 9h, 10h, 11h jusqu'à midi. Et nos reporters étaient sur le terrain. Ils nous donnaient des chiffres officiels, je veux dire, des chiffres déjà donnés par les gouverneurs, etc. Donc, durant les élections, c'est comme ça. En temps réel, par exemple, à 10h, ils nous donnaient les chiffres. Moi, je ne voulais pas faire transmettre ou bien partager ces chiffres-là. Le téléspectateur, moi personnellement, ne pouvait pas comprendre tous ces chiffres qui passent. Et j'ai posé la question à ChatGPT, qu'il me montre aussi d'une manière très simple, en barre ou en diagramme, comment partager ces chiffres-là pour permettre aux téléspectateurs de bien comprendre. Et en temps réel, il m'a donné ces chiffres-là en base de diagramme ou cercle, etc., en visuel, de manière, mais je l'ai contrôlé. Parce que je lui ai donné des chiffres exacts, officiels, je veux dire, parce que nos reporters étaient sur le terrain. Mais moi, j'ai utilisé ChatGPT pour faire comprendre aux téléspectateurs de manière très simple qu'à midi, le taux de participation de ces, je vous donnerai d'une région ou d'une autre, c'est exactement à 80 ou 90%. Jusqu'à midi, le ministère de l'Intérieur avait donné le taux de participation exact. Et j'ai dit avec jusqu'à 99,99% d'exactitude. J'ai utilisé l'intelligence artificielle en tant que journaliste, mais je l'ai contrôlé. Donc quand on dit intelligence artificielle, c'est créé par des humains. Donc pour moi, personnellement, l'intelligence artificielle est venue pas pour effacer le métier du journalisme, au contraire pour compléter ou bien accompagner le métier du journalisme, si vous l'utilisez en bon escient. Donc ce que Mamoudou dit en termes techniques, il parle des outils OSINT, ça s'appelle OSINT, ça s'appelle Open Source Intelligence. Ce sont des outils de vérification d'informations ouvertes. Ça veut dire que quand vous faites une recherche sur une personne ou une recherche sur un sujet, il y a des techniques spécifiques qu'on appelle OSINT, que certains services de renseignement utilisent sans entrer dans l'infraction, sans entrer dans ce qu'on appelle l'information noire. Après, la seconde chose sur laquelle vous m'avez interpellé, c'est que justement, c'est le journaliste qui connaît son métier, mais qui, en plus de sa formation en journalisme, sait utiliser des outils de manipulation de données. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des data journalistes. Et ce que vous avez fait, c'est de la data visualisation pour juste permettre à un public de comprendre une information en la regardant, parce que l'image est plus parlante, comme on dit. Balancer des chiffres Kaolack 55, Dakar, Pékin, personne ne va prêter attention. Et mieux, si vous suivez l'orientation du grand Ibou, il nous dit qu'il faut itérer sur le prompt engineering. C'est-à-dire que sur le premier prompt que ChatGPT reçoit pour vous donner une information, vous pouvez lui dire exactement que voici ma cible. Je parle à des enfants. Quelle est l'image qui est plus adéquate pour s'adresser à des enfants? Ou je parle à des illettrés, ou etc. etc. C'est en itérant sur son prompt de départ qu'on arrive à avoir le prompt idéal. Et l'appel que je lance aux journalistes, c'est non seulement d'aller sur le prompt engineering, parce que c'est le langage des IA, comme il existe des techniques de recherche d'informations sur des moteurs de recherche, qui ne sont pas des moteurs de questions, mais des moteurs de recherche, d'apprendre le prompt engineering et de vous constituer vos propres bibliothèques de prompts dans vos rédactions qui sont des prompts pour des journalistes. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter sur l'interpellation
de Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble des panélistes. On va s'en arrêter là. Je vais appeler MC Ndeye Fatou pour reprendre le micro et peut-être placer un mot de conclusion du côté de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, en remerciant infiniment l'ensemble des panélistes qui ont accepté de partager avec nous. Ce week-end, on est également ravis, en plus des jeunes confrères, je ne dis pas que les autres ne sont pas très jeunes, mais d'avoir également les doyens de la profession, et ça nous honore énormément. Et comme disait un des doyens, c'est également un métier où on a beaucoup de respect pour les anciens, parce que c'est comme ça également qu'évolue la profession. On reste également convaincu qu'il faut se former de façon continue, justement, parce que l'intelligence artificielle ne s'arrête pas, parce que le numérique ne s'arrête pas, mais parce qu'également le journalisme ne s'arrête pas. Merci à nos différents intervenants, Babacar Ndiaye, qu'on ne présente plus, expert en transformation digitale, qui contribue beaucoup à longueur de livres sur le numérique dans notre pays. Abdou Khadr Sek, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui, qui prépare déjà un mémoire là-dessus. Ibouba, coordonnateur du forum de la diplomatie numérique à l'échelle sénégalaise.